Et ce qui me passionne depuis toujours, c'est effectivement, en fait, j'hésitais au départ dans mes études entre de l'astronomie et de la climatologie. Mmh. Et j'avais toujours ce côté atmosphère qui m'intéressait. Ce qui m'a poussé vers l'astronomie et les exoplanètes, c'est qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Donc j'étais un peu Oui. feignant. La climatologie, il y avait beaucoup de choses qu'on savait déjà et que du coup, il fallait apprendre Ah oui. avant, Ah, c'est pas par avant de pouvoir motivation, faire des c'était choses. par le je pensais que c'était l'attrait de la nouveauté, chercher des choses neuves et cetera. Non, c'était Bah, du coup, c'était un peu ça. C'est-à-dire, à la fois, il n'y avait pas tant de choses que ça à connaître en avance, comme la climatologie, où il y a énormément, forcément, ça fait un siècle, des siècles qu'on étudie le climat sur Terre. Euh, et à la fois, du coup, l'attrait de la nouveauté. Et on avait encore tout à découvrir sur les planètes, et en particulier les planètes qui orbitent d'autres étoiles, donc les exoplanètes. oui. Parce que du coup, tu as pas vraiment étudié, voilà, plein de systèmes solaires, c'est pas trop ton domaine. Ça, c'est tu laisses à d'autres, Alors, je les ai étudiés, entre guillemets, et la Terre aussi, pas forcément pour mes recherches, mais enfin, pour comprendre comment elle marche, parce que finalement, on redécouvre un peu des choses similaires. C'est-à-dire que ce d'accord. qu'on fait maintenant sur les exoplanètes, c'est un peu ce qu'on faisait il y a 30 ans sur les planètes du système solaire. C'est le même genre de données Ouais, qu'on a, c'est ça. en précision, etc. Et donc, c'est vachement intéressant, le système solaire, parce que on peut regarder ce que les gens pensaient il y a 30 ans, Ah avec oui, les ouais, données et un peu pourries comparer, qu'ils avaient, qui ressemblent aux nôtres. Et sauf que maintenant, on a évolué, on connaît mieux les réponses. Donc, on peut voir combien on s'était planté ou pas à l'époque. Voilà. Par ouais, exemple, avant les années 60, on pensait que Vénus était parfaitement habitable. oui. Les observations semblaient dire Vénus, en fait, si tu la regardes normalement, tu vois la couche nuageuse, donc tu vois pas le sol. Mais si tu sais pas que la couche nuageuse, en fait, en dessous, il y a une énorme atmosphère de CO2, tu peux Ouais, dire, bah oui, c'est juste, bon, c'est pas de chance, hein, c'est comme la Terre, sauf qu'il y a des nuages partout. Mais on ouais. peut quand même avoir un océan, des poissons, etc. Et donc les gens Ils s'attendaient à ce qu'il y ait, pensaient ouais. de manière parfaitement raisonnable que la vie était parfaitement possible sur Vénus, jusqu'à ce qu'on observe dans les ondes radio. Les ondes radio permettent de traverser les nuages et on dit, oh là là, mais en fait, il fait 600 degrés à la surface de Vénus, C'est ça. mais Ah, n'importe quoi. un peu plus compliqué du coup pour les vacances là, c'est ça? C'est des bonnes leçons à retenir quand on regarde les exoplanètes. Ça nous rend un peu humble de se dire, bah, ça se trouve, on se plante encore complètement. Mais C'est on fait ça, oui. ce qu'on peut, on va dire, C'est avec ce vrai que qu'on a. ça doit rendre humble de voir que même Vénus qui était à côté de chez nous, finalement, on avait du mal à on a mis du temps en fait à comprendre en fait qu'elle était inhabitable, hein. Et pareil pour Mars d'ailleurs, hein, pendant longtemps les gens pensaient qu'il y a peut-être des formes de vie et Exactement. cetera. Maintenant on est à l'époque des gens Exactement. blasés, enfin moi je suis de la génération aussi des gens un peu blasés de bah il y a pas de vie nulle part, c'est triste. Alors que c'est vrai qu'avant les gens s'imaginaient pouvaient s'imaginer plein de Ah, choses. il nous reste les océans d'Europe, hein, qui sait? C'est vrai. Et Encore un petit d'Encelade, hein. espoir, c'est ça. Il y a C'est pour la encore, il faut laisser un peu d'espoir pour les gens. sinon, c'est nous, c'est les exoplanètes maintenant. Il faut aller voir plus loin. C'est ça. Alors du coup, il y avait juste quelques petites remarques, hein. Il y avait Dragonspell qui disait que la flemme peut produire de grandes choses. Ça marche aussi Voilà. en créativité. Donc, Les mathématiciens sont de grands flemmards, hein. C'est comme ça qu'ils arrivent à trouver des trucs plus efficaces pour faire moins de oui, calculs. c'est ça. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit en cours de maths aussi, les matheux, que c'était que les meilleurs justement, c'était ceux qui cherchaient à optimiser quelque chose parce qu'en fait, ils avaient juste la flemme Il faut de faire. chercher à éviter de calculer, voilà. C'est Parce que ça, les calculs, c'est embêtant à faire. c'est ça. Donc, Et du moins tu coup, calcules, mieux c'est. c'est toujours paradoxal d'entendre les scientifiques dire ça. C'est sûr. On s'imagine l'inverse. Alors, Schtroumpf disait ce qui te questionne en particulier, enfin ce qui le questionne à Schtroumpf, c'est à quel point on peut se permettre de faire des hypothèses sur les exoplanètes sur base de données qu'on a. Il me semble qu'on extrapole beaucoup pour faire de belles histoires. Alors, ça peut être une petite Ah, typique, mais voilà, on pourra voir effectivement quelles sont les données justement du jour. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer directement par l'étude bah à laquelle tu as exactement. participé. Justement, On ça va me pouvoir permettra de décrire voir ce qu'on a si... fait, et puis tu pourras nous dire si tu trouves qu'on extrapole beaucoup, ou si on arrive à te convaincre, je trouve, C'est ça, que pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a raison, pour c'est l'instant. ça. Alors, attends, je vais mettre... Je sais plus comment on fait en plein écran pour, mince, pour les PDF comme ça. J'ai mis le communiqué de l'ESO, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre autrement. Ouais, non, c'est bien. Alt entrée, je sais même plus comment on fait pour faire en plein écran. Ouais. Je suis une Je vais quiche pour essayer les dans. PDF, j'ai toujours du mal, hein, désolé. Tous les outils, je sais plus si on peut mettre affichage en plein écran. Tant pis. De toute façon, vous voyez au moins le communiqué. Ça permet de voir. C'est juste que
y a des trucs un peu partout. Donc, est-ce que ça, c'est une belle histoire, par exemple, pour Schtroumpf, de dire qu'on a donc... c'est un titre, et encore, ça, c'est le titre du communiqué. J'ai montré tout à l'heure le titre de l'étude elle-même, qui est là, je crois, voilà. Ça, c'est le titre vraiment de l'étude à laquelle tu as participé. Exactement. Tu es dans la liste des co-auteurs, donc là, je ne suis pas sûr qu'elle soit dedans dans celle-là, mais en tout cas. Je suis second co-auteur. Second co-auteur, c'est ça. Et la première, c'est Julia Seidel, qui est aussi à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui a mené la plupart du papier. Moi, mon job là-dedans, ça a été originellement d'écrire la proposition d'observation pour obtenir les observations, donc de faire le travail, de faire les hypothèses, pour convaincre les gens de prêter du temps de télescope, pour faire ce qu'on voulait, et de guider un peu la partie théorique. Et c'est Julia qui a fait toute la partie réduction de données que je suis bien incapable de faire, et qui a mis en forme tout le papier au final. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire finalement le titre ? Tu préfères quel titre entre les deux ? Plutôt celui du papier qui est plus juste ou celui du communiqué de l'ESO ? Celui du papier, finalement, on pourrait réduire par les... Là, c'est vraiment plutôt... On sent plutôt que dans le papier, vous avez voulu mettre en avant le fait que vous avez trouvé des forces magnétiques qui sont finalement similaires à celles qu'on aurait pu voir sur celles du système solaire. Voilà. C'est un peu ça dans l'idée. Pour nous, c'est le point principal du papier. Alors, on avait dans le processus de review, au début, on était un peu plus direct. Quand tu dis review, d'ailleurs, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on peut revenir sur je peux déjà expliquer comment ça marche tout ça. Donc, originellement, on écrit une proposition d'observation, on se dit, tiens, je pense qu'il se trouve ça, mais on n'a pas les données pour confirmer. Donc, on écrit une proposition d'observation, ça s'est relu par plein de gens qui classent les propositions. Il y a environ un facteur de pression entre 5 et 10, c'est-à-dire que les télescopes reçoivent 5 à 10 fois plus de propositions d'observation qu'on peut faire, parce que l'année ne fait que 365 jours, donc que 365 nuits plutôt, c'est ça qu'il faut dire. Tout le monde ne peut pas utiliser le James Webb quand il veut, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Alors là, en l'occurrence, c'était pour des télescopes terrestres. Donc, on va reparler aussi comment est-ce qu'on a fait ça. Ensuite, on a les observations, on fait notre travail, ça dans notre coin. Une fois qu'on a écrit un article pour présenter ce qu'on pense être le résultat, on envoie ça au journal. Donc là, c'est le journal Nature Astronomy. C'est un journal qui demande à 3 rapporteurs différents. Donc 3 rapporteurs, c'est des gens anonymes. En général, ça peut être des compétiteurs, ça peut être des gens qui travaillent dans le domaine, mais qui n'ont rien à voir avec l'étude et qui ne travaillent pas avec nous. Donc, plutôt, en général, des compétiteurs qui vont lire l'article et donner leur avis dessus, qui peut être leur avis, ça peut être non, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, et dans ce cas, l'article est refusé. Ça peut être c'est super bien, et là ça va, c'est facile, et ça peut être un peu entre deux. Alors, les données sont super bien, mais par contre, l'interprétation, c'est ce que disait Schtroumpf, vous extrapolez un peu trop, c'est vraiment une belle histoire que vous faites, je ne suis pas convaincu. Donc là, c'est tout un travail, il y a plusieurs échanges, on a eu 3 ou 4 échanges avec des rapporteurs pour ajuster le papier, pour qu'ils disent OK, on pense que vous avez quand même raison. Oui, c'est tout un stress finalement de... Suffisamment attention pour ne pas dire des choses fausses, quoi. Oui. Donc ça prend du temps finalement entre le moment où l'étude est faite et ensuite attendre qu'elle soit acceptée et publiée. Alors entre le moment où les observations ont eu lieu et aujourd'hui, il a dû se passer 3 ans environ. Oui. Entre le moment où on a écrit l'étude, qu'on l'a soumis au journal et qu'elle est sortie, c'est passé 9 mois. Donc ça a mis 9 mois. C'est ce que je suis en train de voir. On le voit même dessus que c'est 30 septembre 2025 reçu, accepté le 16 avril et finalement elle est même publiée que maintenant. Exactement. Depuis 2 jours là. Enfin, c'était hier, pardon. C'était hier la publication. C'était hier, qu'on a publié. Donc c'est un travail long et fastidieux, hein, et avec beaucoup de garde-fous. Donc c'est quand même rare, ça arrive, qu'il y ait du n'importe quoi qui sorte dans les articles scientifiques, mais il y a quand même beaucoup de mécanismes pour empêcher qu'on raconte n'importe quoi. Oui. Il faut convaincre les gens qui sont des principaux compétiteurs qui ne vont pas forcément aimer que tu aies eu un résultat avant eux ou des choses comme ça. Donc eux, ils vont essayer de trouver les petits, tous des petits trucs qui vont t'embêter. Et il va falloir arriver à leur répondre, et à les convaincre. C'est ça, d'accord, je vois. Et bonjour à Kaidosk, comment ça va? Tu vois, je disais, j'ai laissé des petits effets, on voit un petit peu. Ça met un peu de couleur. Ça, c'est pour assurer, du coup, voilà, je disais, ceux qui se diraient qu'on peut en tout cas publier finalement n'importe comment, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, au contraire, c'est extrêmement rigoureux pour être accepté
Et finalement, ça ne veut pas dire non plus, pour ceux qui pourraient se demander, que l'étude est forcément absolument juste, qu'il n'y a pas de problème du tout. C'est juste qu'en tout cas, ça a été bien revu par les pairs, du coup, des gens qui sont Voilà, il aussi y a quand même experts et des qui garde-fous. puissent voir que c'est pas n'importe quoi. Il y a quand même des fois des choses qui passent qui sont du n'importe quoi, mais Ouais. faut pas s'entrer les mailles du filet. Il faut aussi se renseigner sur le journal. Typiquement, Nature Astronomy, l'avantage, c'est qu'il y a 3 rapporteurs, donc il y a 3 personnes qui lisent le papier, qui le commentent, qui discutent, qui argumentent. Les journaux, il y en a un seul. Donc s'il y en a un seul, tu tombes sur quelqu'un qui fait ça un peu par-dessus la jambe, il n'en a pas grand-chose à faire, il dit ouais, c'est bon, je m'en fiche. Oui. Bah, du coup, le processus marche un peu moins bien. Ah. Et il y a aussi des journaux où on les appelle les journaux prédateurs, qui sont là plus pour faire de l'argent qu'autre chose, et qui s'en fichent un peu de la qualité. Et donc là, il faut faire plus attention. Je trouve du coup, pardon, je voulais pas embêter parce qu'il disait, voilà, je visais pas, il disait qu'il ne visait pas les articles scientifiques, bien sûr. Il disait plutôt quand ils sont reliés dans de grands médias. Ça, c'est sûr que, mais là, c'est plus dans mon domaine, effectivement, dans ma profession, que parfois il y a des choses qui sont peut-être trop spectaculaires. Bon, le titre du jour, j'ai dit aux gens des champs magnétiques autour d'exoplanètes, qui est quand même le thème de l'article. Il n'y a pas de. Mais moi, ça ne me dérange pas énormément quand les journalistes extrapolent un petit peu, parce que le temps médiatique étant ce qu'il est, honnêtement, la plupart des gens oublient 2 semaines après, n'ont plus aucun souvenir de ce que c'était. Et donc, c'est pas bien grave, quoi. Non, c'est gentil. Pour excuser un peu. Ah tiens, on a Palmardier qui arrive et qui disait, dans les revues prédatrices, tu payes. C'est vrai que là, est-ce que c'était comment ça se passe, est-ce qu'il y a un paiement à faire? Pas payer. C'est gratuit. Les gens qui doivent payer pour lire l'article, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, non plus, mais les revues prédatrices, oui, tu payes cher pour publier. Et du coup, c'est ça qui peut faire un biais, parce que il y a moins de. C'est plus facile de publier finalement. Exactement. Si le but de la revue, c'est de se faire de l'argent et que c'est les auteurs qui payent pour publier, bah forcément, ils vont peut-être moins les embêter. Oui, c'est ça. Ça met un petit biais. Si tu refuses, si tu dis non, celui-là, il n'est pas assez bon pour moi, bah du coup, la personne ne paye pas. Donc ça fait des revenus. D'accord. Bon, du coup, avec tout ça, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le cœur, effectivement. Les papiers, c'est ça. Mais au moins, voilà, si les gens ont des questions, en tout cas, sur le fonctionnement de la science, justement, c'est intéressant, je trouve, autant en profiter que tu sois là et disposé à en parler, nous révéler un peu plus les coulisses. Moi, ce qui m'intéressait, une dernière question dessus, c'était plutôt le stress pendant les 9 mois. Est-ce que vous étiez dans l'équipe confiant que ça allait être accepté? Est-ce que c'est un peu agaçant que ça prenne autant de temps, ou c'était peut-être normal, justement? C'est assez intéressant parce qu'on avait une personne extrêmement enthousiaste et une personne qui, par contre, lui pensait qu'on racontait n'importe quoi. Donc, c'était sur le fil fin pendant un certain temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les rapports des rapporteurs sont publics sur le site web. Donc, on peut voir la discussion scientifique qui a eu lieu pour convaincre les rapporteurs. Voilà. C'est tout est public. D'accord. Et du coup, ça a été quand même accepté. Donc, tout va bien. Et du coup, c'était accepté. Voilà. Donc, j'espère que le rapporteur, qui n'était pas très chaud, est content quand même. Content quand même, voilà. Manque, il attend peut-être un peu. Justement, peut-être qu'on peut en parler. Pourquoi? Ça peut être intéressant de savoir pourquoi il a été un peu moins. Oui, bien sûr. On va déjà présenter un peu ce qu'on a fait, peut-être. Donc voilà, l'idée, et c'est pour ça qu'il y a les 2 titres quand même. Le point principal, c'est cette histoire d'activité magnétique. Parce que on sait que les planètes en général ont des champs magnétiques, c'est le cas dans le système solaire. Jupiter a un gros champ magnétique, Saturne aussi, la Terre aussi. Vénus et Mars n'en ont pas. Et donc, voilà, donc c'est une question qui se pose. Est-ce que les exoplanètes ont des champs magnétiques? Pourquoi pas? Les champs magnétiques, normalement, c'est créé à l'intérieur des planètes. C'est des mouvements alors sur Terre, c'est des mouvements dans la graine liquide. Donc, c'est le fer liquide, le noyau liquide. Donc, il y a le noyau solide et le noyau liquide. Le noyau liquide, c'est du fer, donc il est conducteur d'électricité. Et quand tu fais tourner un fluide conducteur d'électricité, tu peux créer un effet de dynamo qui va créer un champ magnétique. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas trop, le champ magnétique, ça ressemble pas vraiment, enfin, à l'œil nu en tout cas, ça ressemble pas à ça sur l'image là, qui est une image d'illustration, bien sûr. D'ailleurs, l'exoplanète sera un peu trop près du Soleil, là, ça sera un peu proche. Mais comment est-ce qu'on pourrait le représenter pour les gens qui peut-être maîtrisent pas trop ce que c'est au quotidien, par exemple? C'est un aimant. C'est tout bêtement un aimant. Quand vous avez un aimant, vous voyez qu'il y a un aimant avec un pôle nord, un pôle sud.
Ouais. C'est la même chose. C'est comme si au cœur de la Bien. Terre, il y avait un énorme aimant. Et alors pourquoi qu'est-ce que ça a comme conséquence, cet aimant? C'est que ça permet d'interagir avec tout ce qui est chargé. C'est-à-dire que vous, l'aimant, on voit que ça interagit avec tout ce qui est métallique. Mm. Et la raison pour ça, c'est que dans les métaux, les électrons, ils peuvent se promener un petit peu. Et donc, les électrons, ils se font attirer par un bout de l'aimant. Sur les planètes, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de particules que le Soleil nous envoie, qui sont chargées, donc qui ont des électrons en plus ou des électrons en moins. Et ces particules, elles vont, on voit ici en fait l'aimant, ça c'est ce qu'on appelle les lignes de champ sur l'image. Donc effectivement, on les voit pas en général. Voilà. Pardon, c'est vrai. On les voit pas en général, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'elles partent principalement des pôles. Elles font un petit cercle là. Et ce que ça fait, quand une particule chargée va rencontrer une ligne de champ, elle va se mettre à la suivre. Hop. Et donc, en fait, au lieu d'arriver directement à l'équateur, elle va se faire dévier, elle va arriver au pôle. Et c'est ça qui explique qu'on a des aurores boréales au pôle. Voilà, les aurores boréales. Quand ces particules elles arrivent au pôle, elles tapent dans les atomes de l'atmosphère et ça fait des belles couleurs. En gros, parce qu'elles sont très énergétiques. Du coup, dans le fond, c'est le premier indice peut-être qu'il y ait des aurores boréales sur des exoplanètes. Donc, exactement. Même si là, on ne le voit pas. Probablement, du coup, des aurores boréales sur les exoplanètes. Après, tu n'as pas besoin de champ magnétique pour avoir des aurores, parce que si tu n'as pas de champ magnétique, les particules chargées, elles arrivent dans ton atmosphère directement et elles font des aurores partout. Le fait que tu aies un champ magnétique, ça va faire que tu vas avoir des aurores au pôle plutôt qu'à l'équateur. Ça ne concentre pas plus? Il me semblait que justement ça a aidé peut-être à les avoir. Alors si, bien sûr, ça les concentre. Ce qui arrive sur toute ta planète, tu les envoies vers les pôles. Mais tu peux imaginer que si tu as zéro champ magnétique, tu pourrais avoir quand même des particules énergétiques qui tapent un peu n'importe où sur ta planète et tu pourrais voir par moments des couleurs. Quand tu as une grosse éruption, tu pourrais quand même voir des particules, des trucs dans le ciel, mais tu ne verrais pas. Ce qui est marrant, ce qu'on voit, c'est les aurores. Si vous avez déjà vu, c'est 2D, quoi. C'est un espèce de rideau. Je n'ai jamais vu en vrai, malheureusement, mais oui, c'est vrai que ça fait un peu. Moi non plus, jamais vu. J'aimerais bien voir en vrai. Mais ça fait un espèce de rideau, les aurores vertes surtout là, tac. Et ça, en fait, c'est dû au fait que les lignes de champ comme ça, ça arrive vraiment sur une ligne de champ, et donc ça arrive à des endroits spécifiques. Si tu n'avais pas de champ magnétique, ça ressemblerait pas à ça. J'en profite pour prendre 2-3 questions parce qu'il y en a qui sont passées avant qu'elles disparaissent. Tiens, voilà, il y avait une question d'Ashtrumpf en tout cas sur le champ magnétique qui persiste moins longtemps sur les planètes telluriques. Enfin, c'est une question. Oui, alors c'est un bon point. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense. Le champ magnétique, donc il est créé par les mouvements d'un fluide conducteur. Sur Jupiter, Saturne, c'est de l'hydrogène en fait. Quand tu es en profondeur dans la planète, tu as de l'hydrogène, il devient métallique. Donc pareil, il y a des électrons qui se promènent, quoi. Ce qui se passe sur la planète tellurique, c'est qu'au fur et à mesure que la planète refroidit, la graine devient solide, en fait. Ça se solidifie complètement. Donc, on a un noyau solide et un noyau liquide, et petit à petit, le noyau liquide se condense et devient solide. Et une fois que c'est tout solidifié, ça ne bouge plus de champ magnétique. Donc, c'est probablement ce qui s'est passé sur Mars. Mars, elle est plus petite, et donc elle s'est refroidie plus vite, et on n'a plus de champ magnétique. Oui. D'ailleurs, ce qui a fait un impact, c'était une question que j'avais avant le live, mais à quoi ça sert de savoir finalement les champs magnétiques, on en reparlera après, mais justement, le champ magnétique pour Mars, typiquement, c'est peut-être une des raisons qui ont expliqué pourquoi il a perdu son atmosphère, donc c'est quand même alors ça, c'est très très débattu. C'est débattu, oui, pardon, mais je me souviens que c'était une des théories. Maintenant, il y a des théories plutôt internes. Combien tu peux conserver ton atmosphère, mais ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que le champ magnétique, comme tu disais, comme il concentre les particules, tu t'éclates ton atmosphère beaucoup plus violemment au pôle, et en fait, ça peut augmenter au contraire ta perte d'atmosphère. Donc, c'est pas complètement. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on en reparlera après. Mais ce qui est intéressant sur le champ magnétique, dans tous les cas, c'est que ça te donne des informations sur ce qui se passe dans la planète. C'est-à-dire que c'est un endroit auquel on n'a pas accès en général, l'intérieur des planètes, parce que c'est très profond, c'est très compliqué. Et donc, mesurer des champs magnétiques, ça te donne des informations sur qu'est-ce qui se passe en profondeur dans ta planète. Oui, connaître finalement s'il y a un noyau, quelle est la composition du noyau en tout cas. Voilà, est-ce qu'il y a un noyau? Par exemple, on sait que comme il n'y a pas de champ magnétique, on se doute que sur Mars, il n'y a pas de noyau liquide. On n'a pas eu besoin d'envoyer des sismographes pour le savoir. Oui. On a pu mesurer le champ magnétique à distance. Mais les sismographes confirmaient plutôt ce genre de mesures déjà préliminaires. Sismographe, pour l'instant, sur Mars, on n'en a pas vraiment. Enfin, on en a un. Il y en avait un, oui, voilà. Mais c'est pas fou. Voilà, il y a InSight, il y en a un. Et, il n'a pas pu apporter, justement, je ne sais pas s'il avait apporté. Voilà. Ouais. Du coup, donc, il n'a pas aidé trop. Ok. C'est pour savoir.
Je profitais juste à la question de Métis aussi, qui était passée tout à l'heure avant de l'oublier. Il demandait sur quel est le pourcentage de planètes qui ont un champ magnétique dans nos observations. Donc j'imagine qu'il ne parle pas que de système solaire, plutôt. Donc voilà, exoplanètes, ça va Alors, être un peu compliqué, justement, donc pour les exoplanètes, donc on va en venir là. On va avancer. Un peu l'idée. Donc jusqu'à maintenant, le champ magnétique, c'est pas facile à mesurer. Donc il y a plusieurs manières. Bon, dans le système solaire, il y a la manière directe, c'est tu envoies une sonde qui se promène dans le champ magnétique avec un petit aimant, et lui, elle réagit directement au champ magnétique, donc tu peux le mesurer directement, c'est assez pratique. Si tu veux le mesurer à distance, sur les exoplanètes, tu as plusieurs moyens. Alors, les personnes, au départ, ont pensé en utilisant les émissions radio. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, tu vois, tes petits électrons, là, quand ils vont vers les pôles, ils font un truc marrant, ils y vont, mais ils tournent autour des lignes de champ. Ils y vont en spirale, quoi. Et un électron qui se promène en spirale, ça va émettre des ondes radio. C'est comme une petite charge qui se déplace comme ça, plop, 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 plop. S'il y a des gens qui font de la physique, et une charge qui se déplace, ça fait une onde. Bouge un peu, ouais. Et ça, c'est dans le domaine des ondes radio, sauf que le problème, c'est que pour réussir à mesurer ça sur les exoplanètes, alors il faut déjà que les champs soient plus grands que 5 Gauss. Donc le Gauss, c'est l'unité de mesure qu'on a, nous, sur Terre. Je crois que c'est 1 Gauss. Faut que je vérifie. Qu'est-ce que je raconte? Je vais dire plein de bêtises ici aujourd'hui. Mais en échelle, ce serait quoi du coup par rapport à. Pour que le champ soit par rapport auquel, par exemple, plus fort que celui de Mars ou qu'il y avait avant ou très faible au sud de la Terre? Sur Terre, 0,5 Gauss. Oui, 0,5, c'est pas énorme. Okay. Par contre, votre petit aimant, tu vois, un petit aimant néodyme, là, c'est 100 Gauss. Les petits aimants assez puissants. Ouais. Donc le champ terrestre, il n'est pas très élevé. Hein. Donc la boussole, elle marche, mais que si elle est loin d'un autre aimant qui se trouve dans ta pièce. Oui. Sinon, je veux dire heureusement, parce que si le champ de la Terre était aussi fort qu'un aimant, tous les satellites seraient, je sais pas, finiraient pas de coller entre eux ou ce genre de choses. Ils suivraient peut-être plus les champs Ouais, c'est ça. Une des choses que fait le champ magnétique sur Terre, justement, c'est un rapport, c'est qu'il piégeait énormément d'électrons. On appelle ça l'ionosphère et la ceinture de Van Allen. On en parle souvent dans les milieux sceptiques, parce que les gens disent « Oh là là, la ceinture de Van Allen, ça nous empêche complètement d'aller dans l'espace, parce que ça entoure la Terre, c'est impossible. » Alors non, c'est pas vrai, on peut traverser la ceinture de Van Allen, c'est pas très grave. Mais typiquement, les électrons à la ceinture de Van Allen, elles empêchent les ondes radio créées par des champs magnétiques de plus de 5 Gauss de rentrer sur Terre. Donc depuis la Terre, c'est un peu les trucs de moins de 5 Gauss sont invisibles par cette méthode-là. Donc, une autre méthode que les gens utilisaient, c'est de dire, bon, s'il y a un gros champ magnétique, on l'a vu, les planètes et les étoiles, ça va interagir. Parce que les planètes, si elles sont très proches de l'étoile, va avoir des aurores, typiquement. Mais il y a aussi, en fait, de l'autre côté, tu peux avoir des connexions entre la planète et l'étoile. Et tu peux créer des éruptions sur l'étoile grâce à ça. Et on a essayé de... Donc, il y a des études passées qui ont regardé la variabilité des étoiles. C'est un peu plus facile, parce que les étoiles, c'est brillant. Et qui se sont dit, ah tiens, on voit des trucs qui changent un petit peu avec le temps, ça ressemble à des interactions, mais pour eux, il fallait des centaines de Gauss. Donc, il fallait des champs magnétiques très très forts sur les planètes pour que ça marche. Et c'est pour ça que les gens de radio, pendant 15 ans, 20 ans, ils étaient super excités, parce qu'ils se sont dit, une centaine de Gauss, on peut mesurer ça facile. Mais personne n'arrivait à le mesurer. On n'a aucune détection en radio, alors qu'on a essayé depuis un bon bout de temps. Et donc, nous, notre étude, on utilise une nouvelle méthode dont je vais parler un peu après, et on en déduit qu'en fait, les champs magnétiques sont beaucoup plus faibles que ça. Ils sont entre 1 et 5 Gauss, et que du coup, c'est normal qu'on ne les ait pas mesurés avec les ondes radio, mais et que les gens qui faisaient des interactions planète-étoile, en fait, c'est tellement compliqué comme problème qu'en déduire un champ magnétique, c'était un peu se raconter une belle histoire. Oui, d'accord. Je vois. Bon, ça faisait réagir pour faire des blagues. Déjà, les 2 blagues sont passées, dire que je savais que ce chanteur posait problème avec sa ceinture, voilà, le Van Allen, et Edward Métis qui disait que ça se gosse. Voilà. Bon, bref, ça c'est, je te l'ai dit si tu les avais ratés. Par contre, il y avait une petite question, je voulais prendre au passage, de Dragonspell, qui était, elle demandait est-ce que le champ magnétique d'une planète peut être un constant? Ah oui, aussi, alors ça c'est fascinant, ça. Alors le champ magnétique des planètes et des étoiles peut être inconstant. Le champ magnétique du Soleil, par exemple, c'est assez drôle. Il se retourne de manière très périodique tous les 10 ans, c'est ça? Tous les 20 ans, je ne sais plus. Mais c'est ça qui fait les cycles solaires.
Oui. C'est-à-dire qu'au départ, le champ magnétique, il est orienté nord-sud, et puis ce qui se passe sur le Soleil, une rotation différentielle, l'équateur, il tourne plus vite que les pôles, et ça fait que le champ magnétique, il se déforme, il se déforme, il se déforme, jusqu'à ce que ça arrête d'être joli. Il y a du champ magnétique qui fait un peu n'importe quoi, et c'est ça qui fait les taches solaires. Les taches solaires, c'est les endroits où il y a plus de champ magnétique. Et tout d'un coup, normalement, il se retourne, le nord devient le sud devient le nord, et ça recommence. C'est ça. Sur Terre, on a le même phénomène, mais de manière pas du tout périodique. Oui. Alors comment on le Ce sait? qui est toujours un Moi, je sujet trouve ça d'étude. fascinant de savoir comment on le sait. C'est que au centre de l'océan Atlantique, il y a des volcans tout au fond. C'est la dorsale océanique. Et donc il y a de la matière qui sort en permanence de ces volcans. Ouais. Dans cette matière, il y a des petits grains de fer qui sortent, et au moment où ils sont encore en magma, sous l'eau, ils vont s'orienter dans le champ magnétique. Ah oui. Et après, ils vont se solidifier, et après, ils restent comme ça. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, en fait, les États-Unis et l'Europe s'écartent au fur et à mesure. Pas de beaucoup, hein, c'est l'ordre du millimètre ou centimètre par an. Ça s'écarte, parce que les plaques tectoniques les poussent les unes des autres, et ça, c'est dû au dorsal océanique, il y a de la matière qui sort. Et donc, si tu regardes, tu prends un bateau et tu mesures l'orientation des grains de fer dans le plancher sous-marin, tu peux retracer l'histoire quel était le champ magnétique au moment des éruptions. Et ce qu'on voit, c'est que le champ magnétique, des fois, il était comme le nôtre, des fois, il était inversé, et de manière complètement au hasard, on dirait. C'est-à-dire que des fois, il y a des périodes de dizaines de milliers d'années où c'est la même, puis des fois, sur une période de 3000 ans, ça change 3 fois. Puis après, pendant 1 million d'années, ça reste pareil. Puis après, ça rechange plein de fois super vite. Et on comprend franchement pas grand-chose de pourquoi. On comprend pas très bien. Même sur Terre, on comprend pas encore très bien. Et ce qui est, alors j'avais lu une étude, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y avait des gens qui avaient remarqué que la disparition de Néandertal avait coïncidé avec une inversion du champ magnétique. Et ce qui se passe quand on inverse le champ magnétique, c'est que pendant un moment, la Terre est plus protégée. C'est-à-dire qu'on a toutes les particules du Soleil qui nous arrivent en plein dans la tronche. Et ces particules-là, elles ne sont pas très bonnes pour la santé humaine. Ça peut augmenter facilement le taux de cancer. Et donc, l'idée que cette personne avait, c'était de dire que Néandertal, en fait, il avait conquis toute l'Europe. Et le champ magnétique s'est inversé. Donc, pendant quelques centaines d'années, il y avait très peu de champs, il y avait très peu de protection à ces endroits-là. Et du coup, ils sont tous morts de cancer. Et ça s'est fait repeupler par une population plus proche de l'équateur qui, eux, restait plus protégée pendant ce moment-là. Ensuite, bon, je ne sais pas combien c'est vrai, mais j'avais bien aimé cette histoire. Ça montre en tous les cas qu'on pense que le champ magnétique a quand même un effet fort sur la possibilité de vie sur Terre. Ça nous protège, nous. C'est ça, effectivement. Il y avait une question vite fait. Je voyais quelqu'un qui demandait, je crois, j'ai vu passer que comme quoi peut-être que c'était pour ça que la Terre était inclinée, mais ça, on peut dire que c'est pas pour ça qu'il y a pas vraiment de rapport entre le fait que la Terre soit inclinée et le champ magnétique. Parce qu'on s'est pris un bolide de la taille de Mars un jour. C'est ça, que la Terre pour faire la Lune. Et c'est ça qui a fabriqué la Lune, exactement. C'est ça. C'est plus ça, comme c'est encore plus violent peut-être. Encore plus violent, ouais. C'est ça. Donc voilà pour les champs magnétiques. Après, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y avait quelques messages de... Alors, il a changé de pseudo il y a pas longtemps, donc j'ai encore du mal. Triskadécophobe, c'est 13, c'est le nom de la phobie du chiffre 13, justement, donc il s'amuse. Donc bref, on va l'appeler 13. Quand on parle de Tesla pour les champs magnétiques, un Tesla, c'est 10 000 Gauss. Sur Terre, on a 0,5 Gauss, ouais. Mais un IRM, ça peut aller à 3 Tesla, il dit donc 30 000 Gauss, ok. Il disait que le record pour un électroaimant, c'est 42 Tesla, c'est ça. Waouh. Apparemment. Ce qui est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est bien, c'est utile dans plein de choses. Hein. La médecine, la force magnétique créée par les aimants, on l'utilise pour plein de choses, effectivement. Force magnétique qui, du coup, est beaucoup plus puissante que celle de la gravité, finalement. C'est ça qui est toujours fou aussi, quand on y pense, à titre égal, en tout cas. Mais oui. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles à titre égal, mais oui. Hein, disons que moi, je sais plus, mais j'avais vu des choses qui disaient un peu, effectivement, si on fait juste une petite différence de potentiel magnétique entre Terre et Soleil, par exemple, la puissance serait très rapidement, il y aurait très fortement une attraction, une repulsion. Alors que pour la gravité, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie. Enfin, peut-être qu'en énergie, ça se compare au final. Hein. Je dis ça, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, ça semblait plus petit, disons, les différences. Disons que c'est effectivement, dans la vie de...
Je sais pas, tu après, c'est vrai peux, dans que. la Ouais, vie de tous les jours, c'est disons qu'avec sûr. les outils qu'on a dans la vie de tous les jours, tu peux réussir à faire léviter un truc grâce à un aimant. On va dire Oui, ça c'est comme ça. ça. Ouais. Il y avait ce côté-là. C'est quand même fou, que sur le principe. Mais oui, Et voilà, c'est. Ouais, on peut dire ça. oui, on peut plutôt le dire comme ça, c'est vrai. Ouais, c'était un peu trop vendeur, mon truc, j'avoue. je, je le reconnais. La force électromagnétique qui sert pour les voitures électriques, par exemple, dans les moteurs pour les roues, dit du coup 13, je vais l'appeler. Ok. Et oui, Et Théa donc, oui, parle on d'un dit là que disparité. l'aimant de la Terre, il n'est pas si fort. Alors, une des raisons, c'est qu'en fait, il est plus fort là où il se crée. C'est-à-dire, il se crée au niveau du noyau externe, mais il y a Ouais. encore quelques milliers de kilomètres à traverser. Oui, Euh, c'est ça en plus. Ouais. donc, si tu creuses jusqu'au noyau externe, le champ magnétique est plus fort. Ah Parce oui, que d'accord. traverser toutes les roches, en fait, ça réduit la force du champ magnétique, tout simplement. Donc plus on s'approcherait du noyau de la Terre, déjà, il y a toutes les étiquettes de pression, etc., température qui seraient infernales, mais en plus, le champ magnétique, du coup, changerait aussi. On verrait des effets Oui. comme des aimants presque, peut-être plus on s'approche. Oh, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça de cette manière, mais Est-ce que ça attire plus le fer par aimantation? Enfin, je sais pas. Bon, là, on part sur un autre sujet, effectivement. Ouais, c'est ça. On a Datal qui disait que l'intensité diminue au carré de la distance, il me semble. Peut-être. Oui. Ça, Oui. alors, ouais. Comme la force de gravité, d'ailleurs. Comme la force de gravité, effectivement. Bon. En tout cas, du coup, effectivement, c'était pour faire un petit entracte sur le champ magnétique, et puis c'est toujours un sujet fascinant. Mais du coup, ce que vous avez vu, vous, c'est pas vraiment, vous n'avez pas envoyé un aimant autour d'une exoplanète pour voir s'il y a un champ magnétique. Donc, Donc, comment on a est-ce que essayé une autre manière. Voilà, nous, on a essayé une autre on a manière. entendu. C'est, on s'est dit qu'en mesurant les vents dans des exoplanètes très chaudes, on pouvait apprendre quelque chose sur le champ magnétique. Alors, il y a deux parties là-dessus. Il va falloir que je vous explique comment on mesure des vents sur des exoplanètes qui sont à des années-lumière de chez nous. C'est quand même pas très facile, mais on peut le faire. Et c'est quoi le rapport entre les vents et le champ magnétique? On peut peut-être commencer par le rapport entre vent et champ magnétique, parce qu'on était sur le champ magnétique. C'est qu'en fait, ces planètes sont tellement chaudes. On parle de Jupiter ultra chaud, parce qu'on n'a pas beaucoup d'imagination. On a les Jupiters chauds. Jupiter chaud, c'est les premières planètes extrasolaires qu'on a découvertes. C'est des trucs de la taille de Jupiter, bien plus proches que Mercure de leur étoile. Et un jour, on a trouvé des planètes encore plus chaudes, mais significativement différentes. Et du coup, c'était ultra chaud. Là, c'est vrai que ça manque un peu d'imagination. Mais bon. Une des caractéristiques de ces Jupiters ultra chauds, c'est qu'elles sont tellement chaudes que alors, il y a du sodium en gaz qui est évaporé dans l'atmosphère. Elles sont à plusieurs milliers de degrés quand même, donc c'est chaud. Et ce sodium peut devenir ionisé. Tellement il fait chaud, l'électron du sodium, il n'a plus envie de rester avec le sodium, il se casse. Et du coup, on se retrouve avec des électrons dans l'atmosphère. Donc ça commence à ressembler presque en fait à une sorte de plasma, l'atmosphère de ces planètes. Et à partir du moment où il y a des électrons dans une atmosphère, elles peuvent interagir avec le champ magnétique de la planète. Oui. Le champ magnétique reste créé par les couches profondes. C'est pas. Alors, l'atmosphère elle-même pourrait, une fois qu'elle est fortement ionisée, créer des champs magnétiques. C'est une des raisons pour lesquelles le deuxième rapporteur n'était pas content avec nous, parce que ça c'est compliqué, on ne voulait pas y penser. Mais la majorité du champ magnétique est créé par ce qui se passe en profondeur, et du coup, on considère que les électrons qui sont dans l'atmosphère vont réagir à ce champ magnétique. Et une des choses qui les font réagir, c'est qu'en fait, ils n'aiment pas un électron, ça va vouloir suivre des lignes de champ magnétique, ça ne va pas vouloir les traverser. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un bouquin de science-fiction qui s'appelle Dragon's Egg, l'œuf du dragon. Je ne sais pas si on a écrit les troncs. Je prends un exemple, c'est un livre où on découvre de la vie sur une naine blanche, enfin une étoile à neutrons même, une étoile à neutrons. Ah oui. Et ça, alors l'idée c'est que la vie elle est nucléaire, donc c'est plus des réactions chimiques, c'est des réactions nucléaires qui font de la petite vie. Et sur l'étoile à neutrons, il y a deux, ils n'ont pas est, nord, ouest, sud, ils ont deux directions. Ils ont la direction facile et la direction dure. La direction facile, c'est quand tu vas en latitude de pôle à pôle, puisque tu suis une ligne de champ magnétique. Par contre, la direction dure, quand tu essaies de traverser les lignes de champ magnétique, là, c'est pas facile. Donc, c'est un peu la même chose. Et donc, en fait, nous, les vents sur ces planètes, qu'est-ce qui leur arrive? On chauffe ces planètes beaucoup du côté jour, on ne les chauffe pas côté nuit. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère. Et donc, les vents, ils ont envie d'aller du côté jour vers le côté nuit. Et pour ça, il faut qu'ils traversent des lignes de champ magnétique.
et quand ils sont ionisés, bah, ils aiment moins faire ça. Et donc en Ah oui, fait, d'accord. ça les ralentit, ça les bloque un petit peu, et c'est ça qu'on a essayé de mesurer. Donc en Oui, d'accord. mesurant combien les vents ionisés étaient ralentissés par le champ magnétique, on a pu en déduire la force du champ magnétique dans ces planètes. Bah, du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on observe déjà les vents sur des exoplanètes? Voilà. Comment est-ce qu'on Qui est observe les déjà vents? un problème en soi. Alors ça, pour ça, on utilise des télescopes terrestres. On ne peut pas faire ça avec les télescopes spatials. Vous allez comprendre pourquoi. Pour mesurer les vents, on a besoin de ce qu'on appelle l'effet Doppler, qui agit sur la lumière Que tout le monde qu'on connaît reçoit de avec la le planète. côté, voilà, on dit toujours l'ambulance, voilà, qui est plus son plus grave ou plus Exactement. aigu, voilà. Donc, L'ambulance qui fait ça, je peux faire une je peux imitation, faire tu peux, ambulance et pam 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 pam. très bonne imitation. Donc Enfin, quand l'ambulance se rapproche de nous, le son devient de plus en plus aigu, et mmh, ensuite elle nous dépasse, et là il devient de plus en plus grave. c'est ça. Donc ça c'est l'effet Doppler, c'est-à-dire que c'est pour le son, hein, donc c'est pas la même chose pour la lumière, mais c'est la même idée. C'est on a une onde sonore, Ouais, on l'a décrit avec une petite sinusoïde en général, qui est émise par un objet, et si l'objet il va dans la même direction que l'onde, et ben en fait il va pousser un petit peu l'onde. Donc il va faire en sorte que la sinusoïde soit un petit peu plus compressée. Ça correspond à un son plus mmh, aigu. Et quand il s'éloigne de nous, c'est comme s'il va tirer l'onde. Et ça va tirer un petit peu la sinusoïde, comme si on tirait sur un élastique, quoi. mmh, Et ça va correspondre à une fréquence plus longue, et donc à quelque chose de plus grave. d'accord. Sur la lumière, on a la même chose, c'est-à-dire qu'un objet qui émet un photon, s'il émet le photon dans la même direction que nous, donc vers nous, et que l'objet va dans la même direction, il va réduire un petit peu la fréquence de l'onde, on va avoir de la lumière un peu plus bleue, et au contraire, s'il s'éloigne de nous, on va avoir de la lumière un peu plus rouge. Donc, le rouge, c'est Mmh, l'équivalent du grave, et le bleu, c'est l'équivalent de l'aigu. c'est ça. L'analogie avec l'ambulance. Et d'ailleurs, l'analogie qui a été, validée par un Champédier, Voilà. imitation validée. Merci. Tu vas pas enfin, Et donc, ce qu'on fait, le problème, c'est que pour faire ça, il faut être super précis. Il faut être super oui, précis parce qu'on veut mesurer des variations de vitesse. Alors, on a de la chance, c'est-à-dire que ces planètes, elles ont des vitesses de vent qui sont très fortes, donc de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. mmh, Kilomètres par seconde, en kilomètres-heure, c'est de l'ordre de 3000 oui, kilomètres/heure. c'est un Donc, sacré vent là, effectivement. un On n'est sacré vent. plus sur un c'est pas un petit Donc ouragan si, là. voilà, si vous faites flasher par radar, sur autoroute à 3000 km/h, je pense que c'est retrait de permis immédiat, s'ils arrivaient à vous C'est attraper. possible. Mais c'est aussi comme ça d'ailleurs que, les policiers vous mesurent, votre vitesse, hein. C'est exactement le même effet. Mmh, Ils mesurent l'effet Doppler de la lumière en vous envoyant une onde lumineuse et avec, la réflexion. ouais, Nous, on fait la même chose sur les planètes, sauf qu'on ne regarde pas la lumière réfléchie par une onde que nous, on envoie. On va utiliser l'étoile. L'étoile, elle émet de la lumière. Cette lumière, elle traverse l'atmosphère de la planète. Et là, selon combien la planète tourne et la vitesse des vents, la lumière ne va pas se faire absorber à la même longueur d'onde, plutôt bleu, plutôt rouge. Et ça va nous renvoyer une lumière qui est plus bleue ou plus rouge selon comment le gaz qui est dans la planète se déplace. Alors, il y a pas mal d'accord. de choses à corriger quand même, hein, parce que nous, on se déplace par rapport au Soleil, l'étoile se déplace par rapport à nous, la planète tourne autour de son étoile, la planète tourne sur elle-même, et finalement, une fois qu'on a corrigé tout ça, ce Mmh, qui reste, bah, c'est voilà. le vent qui se déplace sur la planète. Donc, on a Ouais, d'accord. plusieurs étapes pour être précis. Complexe, Euh, effectivement. Je sais pas c'est si tout le monde complexe, comprend. voilà. Je sais pas si dans l'étude il y aurait peut-être un visuel qu'on aurait pu montrer qui montrer un peu Euh, ça. Bon, je sais pas si le visuel serait très, parlant, mais, En gros, ce j'aurais qu'on un peu mesure, on peut le dire ça facilement, il y a pas trop c'est un peu là-dedans. compliqué. Ouais, Ce qu'on mesure, c'est les visuels sont assez abstraits. euh, la vitesse du gaz par rapport à nous, tout simplement. Ouais, d'accord. Et cette vitesse du gaz par rapport à nous, bah, la plus grande vitesse, en fait, c'est le fait que l'étoile plus la planète s'éloigne de nous ou se rapproche de nous à une certaine vitesse. Toutes Mmh. les étoiles bougent de manière différente. Et donc, Ouais, d'accord. ça c'est de l'ordre de 100 km par seconde. Oui, Donc, d'abord, il faut d'accord. retirer ça. Et ensuite,
faut retirer le fait que la planète, elle tourne autour de son étoile. Ça, c'est Oui, pareil, ça va faire c'est une plus ça. vitesse. Et ensuite, il faut C'est ça. le fait qu'il y ait des vents sur la planète, ça fait aussi bouger le gaz. Oui. C'est Donc, pour c'est ça, un c'est peu vraiment. un peu Et tout observer à distance. faire, Comme on disait, hein, déjà regarde. observer à côté. Ouais, ouais, vas-y. Je peux te montrer un petit peu, je sais pas si je partage mon écran ou Si si tu je partages, ça devrait t'envoie. marcher. Tu peux tenter, ouais. Essayer Faut de que je te mette passer en ça. grand. Ouais, on va Pendant ce temps, tiens, on partager. va montrer. C'est juste pour les curieux, peut-être aussi, mais on va montrer un site apparemment qui permet de voir le champ magnétique sur la Terre. Je connaissais pas Ok. celui-là, effectivement. C'est apparemment un truc un peu comme ça. Je sais pas si tu le vois là, mais Ouais, c'est attends, je par reviens. Hop. Oh, parce que voilà. waouh! Donc je sais pas si tu connais Euh, celui-là. Je connaissais pas, j'avoue. Ah oui, Ça c'est a le champ l'air magnétique de. au cours du temps. C'est Au les cours du temps, reconstructions du apparemment. champ Ouais. magnétique au cours du temps. Dans le Et 700 on là, voit c'est. effectivement que ça change. Une des choses, c'est que le pôle magnétique change au cours du temps. Donc, il faut Ah, c'est ce ajuster qu'on voit là, les peut-être. mesures par boussole. Il faut les ajuster au cours du temps. Voilà, exactement. Hmm. Parce que ta boussole, elle pointe vers le point vert. Et le point vert, il Ouais. change un petit peu. Si tu veux être précis, Ouais, ça il change pas mal faut, il quand faut même, ouais. ajuster. Effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est marrant de voir. Alors, attends, pour tout voilà, on va Je vous partager mets tout le lien l'écran. Ça pour va ceux que faire ça plus intéresse. simple. Tu l'as trouvé avec ChatGPT, je sais. Ok. Là, c'est Alors bon. là, donc ça c'est intéressant. C'est en fait un endroit où tous les scientifiques mettent leurs publications gratuitement. On Ouais. n'a pas encore mis la note parce qu'elle vient d'arriver, mais Arxiv, du ouais. coup tu peux en haut à droite tu vas sur View PDF. Ah oui, t'es pas dessus, ouais. Hop. Voilà. Et donc ça, en fait, ce qu'on a fait dans l'article dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on a regardé ce qui se passait pour 7 planètes différentes. Hmm. D'accord. Du coup, dans l'article, on décrit pas beaucoup comment ça se passe sur une planète donnée, mais là, c'était un article justement sur une de ces planètes spécifiquement. Et donc, Ouais. on a un petit peu plus de discussion sur la réduction de données. Alors, Là, ça je vois charge. rien, c'est normal que ça Ouais, ça charge, c'est charge, ça? je sais pas, il est. C'est un gros article. Il a pas de chance. Ah oui, c'est un. Ok. Bon, pourtant, normalement, c'est une bonne connexion, mais ouais. Attends, je vais voir si je peux rouvrir. Je suis encore sur l'autre lien aussi, c'est peut-être pour ça. Pour l'instant, il charge, ouais. Je sais pas si je peux pas juste télécharger ou alors HTML. Ouais, sinon, tu peux faire le HTML. On veut juste voir une des figures. Vas-y, descends. On vient pour Ah trouver. ouais. Donc, c'est un. Voilà. Ah, ouais, encore, descends. Celle Tac. que je. Non, c'était au-dessus. T'as raté. C'est pas Faut trouver celle-là. la figure, la 2. Ouais, non, Celle-là? figure 2. Faut trouver la figure 2. Non, donc Figure continue, 2, en fait. attends. Ah non, Ouais, oui, non, c'est descends, pas en fait, tu encore. l'as pas Ok. raté, je pense. Je pense que tu l'as pas Elle était raté. peut-être encore après. Quoique non, figure 4, là. Ouais, non, voilà, faut trouver figure Mais les 2. trucs sont Puis pas après, chargés. Ah là là, bah, c'est galère. c'est pas Je peux mieux, pas juste hein. télécharger? Je comprends pas pourquoi je peux pas juste le télécharger, le Ouais, tu peux PDF. faire clic droit, télécharger, ouais. Je sais pas si du coup ça va. Non, ouais, ça a peut-être marché. Je vais voir. Ah oui, la vache, il a du mal à se charger sur le site Arxiv. Ah, c'est malin, moi je l'avais téléchargé, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Ah, c'est la première fois que c'est aussi long en plus, même pour. Alors Il faut comment donner des on sous va... aux chercheurs, les pauvres. Bon, du coup, pendant ce temps, t'as qu'à répondre à 2-3 questions, tu vois, voilà, qui Ouais, voilà, comme ça, allez, on fait un posez-moi peu. des questions. S'il y avait des trucs. Bah, il y a plusieurs trucs que j'ai dû rater tout à l'heure. Attends, regarde, je te l'envoie Euh, par email si tu veux, entre-temps. Ah bah, si Ça. tu veux, vas-y, ouais. Alors, du coup, un petit mot tout à l'heure d'Aschtrumpf, en tout cas, qui en parlait. Alors là, on revient un peu quand on parlait des champs magnétiques. Hein, mais il disait, est-ce qu'on a trouvé donc des exoplanètes qui rayonnent littéralement, un peu comme un énorme tube néon, en les rendant plus visibles à cause du champ magnétique, parce qu'on Alors, parlait que ça faisait beaucoup, ça pouvait alors, à cause du aussi. champ magnétique, non, on ne voit pas de planète qui rayonne. Il y a eu des gens qui ont pensé avoir vu ce genre de choses, de la fluorescence dans l'atmosphère, mais ça n'a jamais été vraiment confirmé. Mhm. Donc la réponse est non. On les voit qui D'accord. rayonnent quand même, juste parce qu'elles sont chaudes. Il y en a qui sont tellement chaudes qu'elles émettent de la lumière dans le visible et dans l'infrarouge, et c'est ça qu'on mesure. Ah, d'accord. Il y en a qui brillent tout court, par elles-mêmes. Et tiens, bah c'est bon, moi je crois que ça commence à bien charger. Peut-être pas tout encore, mais je dois avoir j'ai peut-être la figure 2. Ah, j'ai la figure 2. Attends. Comme ça, on aura pris une question. C'est celle-là la figure 2? Ah, Ok, et ouais. ben Voilà. voilà. Donc alors ouais, on utilise un instrument, pas Maroon 5, ouais, mais Maroon X. C'est Marine même X, ok. pas, c'est pas 10, c'est X. Donc le but de Maroon X, c'est un instrument sur le télescope Gemini. Gemini, il fait 8 mètres, c'est un des gros télescopes qu'on peut utiliser. Ouais. Il fait même Ouais, 10 mètres, je crois, de effectivement. diamètre Gemini. Et le but, c'est... Ah, comme ça. ouais, voilà, c'est lui. T'as vu, il est joli. Il est Il est à joli. Hawaï, celui-là. Il y en a un au nord, un au C'est ça. sud, et celui du nord, c'est Hawaï. Je Mais suis t'es pas allé le allé à voir Hawaï une pour. fois. Ah, si, tu y allais quand même une fois, ouais, quand même pour Ah, voir. je n'y suis pas allé pour observer, mais j'y suis allé à l'occasion d'une conférence en touriste. Ok, ouais. C'est stylé. C'est sympa. C'est sympa, ouais. Euh, Et et donc, le principe, c'est qu'on collecte beaucoup, beaucoup de lumière
et que du coup, on peut la séparer en 1 million de couleurs différentes. J'ai bien dit 1 million. Hein. 1 million, c'est bien. C'est différent du James Webb. Le James Webb qui est dans l'espace, par exemple, il est vachement intéressant parce qu'il est très stable. Mais lui, il peut séparer la lumière qu'en quelques milliers de couleurs différentes. Et donc là, on fait des arcs-en-ciel super plus classe, quoi. Ouais. Super plus précis. Donc 1 million de couleurs différentes. Bon, c'est pas très arc-en-ciel quand même, là, mais c'est joli quand même. Mais donc, ce que tu vois là, c'est un petit zoom en fait sur une seule partie. Donc l'observation, c'est entre 500 et 900 nanomètres. Donc c'est toute la lumière visible, vraiment. Et donc là, tu vois, on fait un petit zoom entre 846 et 856. Oui, très précis. Ouais. Là, ce qu'on voit, c'est même pas c'est 1% des données qu'on a. D'accord ? Et tu vois là, si tu zoomes sur même celle du haut, en fait, un petit peu plus, tu vois un peu la résolution. Tu vois, il y a plein de. Il y a des trucs verticaux là. Il y a des trucs tout verticaux, fins, là, les petits trucs fins. Ça, c'est les lignes d'atmosphère de la Terre. Donc, quand on passe, comme on observe depuis la Terre, et l'atmosphère de la Terre elle nous embête, on a la lumière de la Terre qui vient. Alors, ce qu'on voit, je ne sais pas exactement décrire ce qu'on voyait, c'est sur l'axe des X, donc c'est la longueur d'onde, donc c'est la quantité de la couleur. Sur l'axe des Y, c'est le temps. Et donc, chaque ligne, c'est une observation. Oui, d'accord. On observe plein de fois au cours du temps, pendant la nuit. Et ce qu'on observe, c'est pendant que la planète passe devant son étoile. On va observer la lumière absorbée par la planète quand elle passe devant son étoile. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'on est dominé ici. Il y a des variations d'une exposure à l'autre. C'est tout crade, c'est tout moche, tu vois. Verticalement, on voit qu'il y a plein de variations. Ça, c'est juste l'atmosphère terrestre. Des fois, il y a un nuage, des fois, il n'y en a pas. C'est pas stable, quoi. Ça varie vachement. Ce qu'on voit aussi, là, en gros, les gros trucs là, verticaux, ça, c'est l'étoile. Les lignes de l'étoile elle-même. Ah oui, ça, c'est l'étoile elle-même plutôt. Voilà, c'est l'étoile qui domine complètement le spectre. Okay, donc on a, là, dans ces observations, on a des variations de l'ordre de 50% qui sont dues à l'atmosphère terrestre et à l'étoile. Ce qu'on arrive, nous, c'est à corriger tout ça pour avoir le pouillème qui est dû à la planète. Et donc ça, c'est l'étape du bas. Et c'est ce qu'on a en dessous. Tu vois l'étape du bas, voilà. Donc en fait, la planète, c'est la ligne bleue. Okay, on ne va pas parler trop de la ligne jaune, ça c'est un résidu de l'étoile qui est mal corrigé. D'accord. Ce que tu vois de la planète qui est marrant, c'est que la ligne de la planète, tu vois, elle n'est pas droite. Les lignes de la Terre, elles étaient droites, la ligne de la planète, elle est un peu penchée. Oui, parce que la Terre, c'était celle bien droite. Et là, voilà, effectivement, la Terre est toute droite. Donc la Terre, en fait, on bouge à la même vitesse que la Terre, donc la ligne de la Terre change pas au cours du temps. Elle n'a pas d'effet Doppler, la ligne de la Terre, elle est toujours à la même longueur d'onde. La planète, ici, on voit que au cours du temps, la longueur d'onde à laquelle ça absorbe, ça change au cours du temps. Et ça, c'est dû au fait que la planète, quand elle passe devant son étoile, au début, elle vient un peu vers nous, puis à la fin, elle va, elle s'éloigne de nous. Et donc, ça va de bleu, donc de courte longueur d'onde, aux grandes longueurs d'onde. Ça, c'est pour ça qu'on sait que c'est la planète. C'est penché. Oui, d'accord. C'est penché à la vitesse caractéristique de la planète. Alors, si tu descends un peu dans l'article, tu vas voir un peu où je veux en venir. Tu descends encore, tu descends encore, tu descends encore. Ouais, ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Continue. Alors, on fait plein de choses. J'espère que tout est chargé. Je ne suis pas sûr que tout soit chargé, en fait. Oh là 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 là. Alors là, on est mal barré. Alors, il m'a même fait un échec sur le téléchargement, c'est dire. Ouais. Pourtant, il fait que 14 émos normalement. Je sais pas ce qu'ils ont fait. que ça active. Je t'ai envoyé le mail, par contre. Ah, t'as envoyé. Ah oui, pardon. Attends, je vais voir. Tu peux le voir là. Je coupe. Tiens, je te remets en double histoire que on voit pas trop. Désolé pour les trucs techniques. Il y avait une question de Datal au passage qui demandait aussi, ça coûte cher le temps d'observation de ce télescope, le Gemini Alors, le gros avantage qu'on a en astronomie, c'est qu'on n'a pas payé, c'est gratuit. Alors, ça coûte cher en soi à opérer, mais c'est mis à disposition de la communauté. Donc, il y a un panel d'experts qui sélectionnent les proposals, comme je l'ai dit au départ, et après, c'est gratuit. Oh, d'accord. Il y a même des gens qui font les observations pour toi, en fait. C'est pas moi. Moi, j'ai pas le droit de toucher le télescope. C'est ça. Ce sera un peu un peu ça, et après, il m'envoie les données. C'est bien. Moi, c'est plus tranquille. Et tiens, j'en profite avant qu'on reprenne, parce que normalement, c'est bon, j'ai pu télécharger. Bon, Astrom me disait que nos écrans, ils font 16 millions de couleurs. Bon, ça, effectivement, c'est encore autre chose. Une question de Dread Métis. Comment on reconnaît une planète qui rayonne d'elle-même d'une qui rayonne parce qu'elle est dans un flot de particules et réagit? C'est vrai que c'est un peu compliqué.
Alors, pour Je vois ce qu'il l'instant, veut on dire. a surtout des planètes qui rayonnent d'elles-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est l'émission thermique. Donc, ça ressemble à une émission de corps noir un petit peu modulée. Par Ouais. contre, si tu as, par exemple, des aurores boréales, c'est une signature complètement différente. Ouais. Donc, on sait très bien qu'à certaines couleurs, certaines longueurs d'onde, quand tu es en émission thermique, c'est-à-dire que tu rayonnes de toi-même, au maximum, il y a une quantité maximum de lumière que tu peux émettre, tu peux pas en émettre plus, qui dépend de ta température. Par contre, tout ce qui est réaction avec d'autres particules, comme les aurores, ça dépend plus du tout de ta température. Donc, tu peux avoir beaucoup de lumière qui, si c'était ta température, si on interprétait ça comme étant de l'émission thermique, on aurait une réponse complètement stupide sur la température. Ouais. Donc, ça nous permet de séparer les deux. Ok. Du coup, maintenant, voilà. Fin de l'entracte. Je reviens sur le. Allez, vas-y, montre-nous ça. Alors, tac, attends, je te remets là. Voilà. C'était peut-être celui-là que tu voulais ou non, c'est pas celle-là? Attends, je vois pas là parce Là, que j'ai je tout suis à normalement. moi. Ouais, pardon. alors attends. Ouais, à gauche là. Ah, reviens, celle d'avant. Ouais, à gauche là, en bas à gauche. Ah, celle-là. Ah oui, d'accord. Attends. Ah oui, du coup, je vais peut-être zoomer un peu mieux. Attends, peut-être je vais les signer. Celle-là plutôt? Ouais, vas-y, celle-là. Hop, Je alors sais là, pas tu si je vois, vois. donc Attends, là, je ce vais qu'on peut-être a un peu mieux fait, zoomer. alors le code Non, couleur je vais ici, il zoomer. a un peu changé, donc je vais pas expliquer pourquoi. Mais ce qu'on a, c'est à peu près la même chose, c'est la trace de la planète, cette fois en jaune, le truc vertical, et on s'est mis. Donc là, on a tout corrigé. On a Ouais. corrigé le mouvement de la planète, le mouvement de l'étoile, etc. Et on a ici le signal. Voilà. Mince. Ah, c'est moi, j'ai bougé de page. Galère. Mais juste celui-là et bouge pour. Donc C'est là, ce qu'on compliqué. voit, Il est c'est trop la lent, même quoi. chose, c'est le temps en Y. Ouais. Ok. Temps en Y et en X, c'est la couleur qu'on a mis, c'est le shift Doppler, donc Ouais, d'accord. la Kilomètres vitesse. seconde. On a déjà tout corrigé. Donc normalement, si la planète, l'atmosphère faisait rien du tout, on s'attendrait que la ligne jaune verticale qu'on voit un petit peu, pas la ligne pointillée, hein, vraiment la ligne des données, on voit que c'est un peu jaunâtre. On s'attendrait Ouais. que ce soit exactement sur la ligne pointillée. Oui, d'accord. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas exactement sur la ligne pointillée, c'est un peu décalé à gauche. Oui, d'accord. Un petit peu Ok, décalé, ouais. un petit peu décalé à gauche. Et donc ça, c'est ça la mesure des vents dans la planète. Ah oui, c'est vraiment très précis. Là, on est vraiment sur C'est le. bien. C'est juste. Là, Sur le coup, tu dis bien, c'est ce décalage juste du jaune un petit peu par rapport au pointillé, c'est ça? voilà, le jaune un peu plus D'accord. foncé et là, un peu plus clair par rapport à une petite ligne pointillée. D'accord, ouais. Et c'est pas avec Donc des tu te erreurs rends de compte que mesure, tout simplement. Enfin, parce alors, que la barre d'erreur, est-ce qu'elle est vraiment c'est si. évidemment, ça C'est quelque chose pourrait qui est être. compliqué. Une des choses qu'on fait, par exemple, pour être sûr de ce qu'on fait, c'est de mesurer nous-mêmes avec cet instrument la vitesse de l'étoile avec la même manière. Comme ça, Oui, d'accord. on peut mesurer la différence entre la planète et l'étoile. Parce que quand on est sur Terre, il y a la vitesse de la Terre, alors on la connaît, ça on peut la corriger, mais l'instrument, des fois, il peut faire des petites erreurs de couleur, de calibration. Donc Oui, en d'accord. remesurant la vitesse de l'étoile, on arrive à corriger un peu ces erreurs de calibration. D'accord. Bon, c'est impressionnant. Du coup, je parle pour ceux Donc, qui, voilà. qui regardent, mais je trouve ça. C'est vrai que c'est fou que ce soit aussi précis. Si tu descends un petit peu, on a un truc plus zoomé encore. Il y en a au Attends, moins un qui est plus zoomé. Ouais, à droite, là, regarde. Dans cela, ouais. Là, il Ouais, est dans cela, en fait, tu vois ça celui de gauche différencie en par bas. certaines, oui, par Alors le ça, c'est fer, etc., différentes calcium. espèces. On va se focaliser sur celui de gauche, sur le fer, parce que les autres, voilà. Ouais. Et là, et tu descends, tu descends, tu descends. Voilà, celle-là, tu vois, on a regardé en fait précisément le maximum du truc jaune et on a Ah zoomé oui, là, et d'accord. donc tu vois qu'il y a quand même une vraie différence. Si Oui, tu d'accord. zoomes, tu vois qu'il y a une différence. Ok, ouais. Et tu regardes l'ordre de grandeur, si tu descends en bas, tu vois, on est entre 0 et 10 km par seconde. Ça, c'est des kilomètres par seconde, hein, la vitesse. Ah oui, quand même, ouais. Tu vois que les Ah points oui, noirs, c'est ils quand sont même du. décalés de environ entre 5 et 10, quoi. Ouais, d'accord. Oui, donc en fait, Donc, c'est ça. la mini différence, c'est quand même de l'ordre de 10 km/s. Donc c'est pas. Voilà. Pour un vent, c'est C'est pas mal ça. en Donc, plus. en fait, le graphique du haut, tu vois, il va entre moins 250 et 250. Donc, forcément, la Oui, ouais, différence, elle est forcément, ouais. petite. Mais quand on zoome entre moins 10 et 10, on voit mieux que ce qui se passe. Et ça a une influence. Pourquoi il est à gauche, justement, par rapport. C'est Alors, par pourquoi rapport il au est à sens dans gauche? lequel on Donc, l'observe. c'est parce que pendant que la planète passe devant l'étoile, c'est ça qu'on observe. On observe la planète passer devant l'étoile. Et ce qu'on voit, c'est les vents qui viennent du côté jour vers le côté nuit. D'accord, Et ouais. donc, ces vents-là, ils viennent vers nous. Oui, d'accord. Okay. Et comme ils viennent vers nous, ça décale vers la gauche, Oui, d'accord. qui est plus bleu. La lumière est un peu plus bleue, l'absorption est plus bleue. Donc potentiellement, en regardant dans notre sens, on pourrait voir de l'autre côté, finalement. On pourrait voir le décalage. Exactement. Si on Peut-être, regardait ouais. un autre sens, on verrait un décalage vers le rouge.
Mais la Mais du coup, on peut technique pas on d'observation, peut observer, ouais, on peut pas trop regarder dans l'autre sens facilement. Ouais. Oui, c'est sûr. Parce que quand la planète passe devant son étoile, c'est vachement pratique parce qu'on a la lumière de l'étoile qui est filtrée par l'atmosphère de la planète. Oui. Donc, peut pas avoir, donc ça, c'est Pour rappeler, oui, parce qu'on n'a peut-être pas trop reparlé de comment est-ce qu'on observe les exoplanètes, mais en tout cas, voilà, c'était. Finalement, ce que vous observez, c'est à chaque fois, c'est la lumière combinée de l'étoile et de l'exoplanète. C'était ça Voilà. surtout qui est intéressant. En fait, pas toujours. Il y a plusieurs manières de séparer. En fait, le problème, c'est qu'on a toujours le même problème, c'est de séparer le signal de l'étoile de la Justement, planète. Pour les planètes qui sont très loin, on fait ça facilement. On cache avec notre doigt, là. On cache l'étoile, sans Devant le cacher la télescope, planète. là, hop. Voilà. C'est On va avoir un doigt Ça passe. suffisamment Ouais. fin. Ouais, c'est ça. Et ça marche. Pour les planètes qui sont très proches, comme celle-ci, elles orbitent 10 fois plus proches que Mercure de leur étoile, donc vraiment très proches. Oui. On regarde ce qu'on appelle le transit. Alors nous, on a déjà vu des transits depuis la Terre. Hein. Il y a Vénus qui a déjà transité le Soleil. Je ne sais pas si vous étiez là. C'était dans les années 2012, je crois, un truc comme ça, 2013. Non, 2016. Bon, je ne sais plus. Mais on voyait très bien le disque de Vénus. Ouais, ça doit être 2016, pas loin. Ouais. Tiens, c'est une image, tu peux montrer le transit de Vénus, ça permet d'ancrer les idées. C'est vrai que ouais. C'est pas mal. Il y a eu des belles photos pour ça, ouais. Ouais, voilà, tu vois, on voit bien là. Ça, ouais, tac, voilà, tac, ouais, voilà. Exactement. Et donc tu vois, tac, la planète. De notre point de vue, Vénus est passée devant le Soleil. C'est ça. Donc, et donc là, ce que vous faites, vous, c'est ça, mais sur d'autres étoiles, finalement. Exactement. Nous, parmi toutes les planètes qui existent, on sélectionne celles qui sont bien orientées et qui font qu'elles passent devant leur étoile périodiquement. Et ça nous permet de faire exactement ça. Et là, on voit, donc la plupart du signal, c'est Vénus qui bloque. Mais en fait, l'atmosphère de Vénus, elle va absorber une partie de la lumière, mais pas tout. Il y a certaines longueurs d'onde qu'elle va absorber, certaines qu'elle ne va pas absorber. Et on mesure en fait la différence de taille de la planète selon la couleur dans laquelle on regarde. C'est le même effet qui fait que le Soleil est rouge quand il se couche. Hein, c'est qu'il doit traverser de l'atmosphère. La lumière bleue se fait diffuser ou absorber. La lumière rouge traverse plus facilement. Oui, c'est ça. On fait pareil. Sauf que là, c'est simple parce que là, on est à côté. Et là, par contre, c'est. Il faut vraiment avoir des mesures les plus fines possibles, effectivement. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que si la planète transite l'étoile, forcément, le côté nuit, il est face à nous. Le côté jour, il est face à l'étoile. Et donc, ce qu'on voit, c'est les vents qui viennent du jour vers la nuit. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est les vents qui viennent vers nous. Oui, d'accord. Et d'où, comme ils viennent vers nous, voilà, avec effet Doppler, ça décale de l'autre côté. Décalé vers nous. Donc, ah oui, d'accord. Donc, si tu veux revenir à notre article à nous. Oui, parce que là, du coup, on parlait. Tu viens de voir. Mais du coup, alors ça, c'était mon étudiant, voilà. On a fait une planète. Et donc, on a fait ça sur Simonin, c'est ça différentes. C'est ça, Adrien. Il est à Lund maintenant, en Suède. Très joli prénom. Bref. Oui, du coup, là, je suis sur le lien, mais effectivement, là, toi, tu m'as envoyé vraiment l'article. C'est vrai que d'ailleurs, je sais même pas si ça te dérange pas de montrer l'article. C'est vrai que je n'ai même pas trop demandé. Mais, non, tu peux montrer l'article, il n'y a pas de problème. Je l'avais en exclu. Peut-être que je même je le communiquerai. Bon, il est public maintenant, c'est juste que vous payez pour le voir, c'est nul, mais on va le mettre en ligne un moment de toute façon. Ouais. Alors, si tu veux revenir un peu vers le haut, donc ce qu'on a fait, c'est la première figure. Hein. Voilà, descend. Du coup, on a un petit décalage entre, je pense, c'était celui-là. Voilà. Celle-là, c'est ça qui est trop cool. C'est là où on a fait waouh. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait exactement cette même observation sur 7 planètes différentes. Ouais. Donc, la même chose. On a traité toutes les observations de la même manière pour être sûr que si on a des biais, si on a des problèmes, on a les mêmes en fait sur toutes les observations. Et donc, on mesure la vitesse des vents. Là, c'est ce qui se passe à gauche. Ça, et en axe des X, si tu peux le montrer, voilà, on a la température de la planète. Ouais. Voilà. Donc, en gros, on a des planètes qui sont entre 2200 degrés et 2600 degrés. Ce qui est pas mal. Bien chaud, quoi. C'est ça, ouais. Mais tu remarqueras qu'on a une gamme de températures qui n'est pas très élevée. On a 500 degrés de différence, 400 degrés de différence entre la plus froide et la plus chaude. Ouais. Elles sont toutes très chaudes, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Et quand on mesure la vitesse des vents, on voit ce graphique-là, c'est-à-dire que les planètes les plus froides, elles ont des vents de l'ordre de 7-8 km par seconde. Ouais. Et plus tu augmentes la température, plus les vents diminuent. Ouais. La TOI 15-18, là, c'est celle qu'on vient de voir. On avait l'étude spécifique sur cette planète. Qui a des vents d'environ 4 km par seconde. Et donc, 15-18, oui, celle-là, c'était celle-là tout à l'heure. Okay. Donc, plus tu augmentes la température, plus la vitesse des vents diminue. Ouais, d'accord. Et ça, alors déjà, c'est quelque chose. C'est-à-dire que ça te dit, la vitesse des vents, elle n'est pas complètement au hasard sur ces planètes.
Oui. Si c'était un peu du hasard, c'est-à-dire chaque planète faisait ce qu'elle voulait, on n'aurait pas, ça s'alignerait pas comme ça, les points. Ils seraient un peu D'accord. n'importe où. Donc C'est vrai là, que là, c'est clairement, les points trop. s'alignent, C'est donc il y a quelque une belle chose, droite. hein. Et ça nous montre que la température est vraiment l'effet dominant qui permet de dire, prédire quelle serait la vitesse des vents. Si tu connais la température d'une planète, ça te dit, bah oui, je peux savoir si elle a des vents plutôt très élevés ou plus faibles. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était la première chose. Comme dit Ashstrom, Et alors, effectivement, comme le ça dit fait Atteshtum, contre-intuitif, ouais. Ouais. c'est Et bonjour à exactement l'heure du plus, au fait. contre-intuitif, c'est Pardon. marrant, hein. Donc effectivement, si tu réfléchis un peu, la plupart des modèles prédisent l'inverse. C'est-à-dire qu'on Ouais. s'attend à ce que la vitesse des vents augmente avec la température. Tu peux comprendre ça Ouais, assez simple, tu mets plus d'énergie dans le système, tu vas c'est avoir ça. plus Plus d'énergie c'est chaud. cinétique. Donc, des choses qui se passent, auxquelles on s'attend, c'est plus c'est chaud, plus le côté jour va être chaud par rapport au côté nuit, et c'est cette différence de température qui produit les vents. Plus la différentielle de température est forte, c'est comme ta maison, si tu as la chance d'avoir un appart traversant. En été, Oui, tu as une fenêtre, d'un côté c'est chaud, d'un côté c'est à l'ombre, c'est plus froid. Tu ouvres les fenêtres et tu as les vents qui traversent, un énorme courant d'air qui va d'un bout à l'autre. ouais, c'est ça. Donc c'est la même chose. Donc plus la différence de température est élevée, Ok, plus les vents sont forts. ouais, d'accord. Et donc on s'attend, toutes choses étant égales, à ce que les vents augmentent avec la température. C'est pas ce qu'on voit. Hmm. Donc c'est là où on arrive sur les histoires de champs magnétiques. En fait, on a réfléchi, qu'est-ce qui peut se passer entre 2200 et 2600 K Hmm. de Kelvin? C'est les degrés. Il n'y a pas un changement drastique dans la plupart des choses, dans le fait de le contraste jour-nuit, ce genre de choses, il n'y a pas une très grande variation. Par contre, il y a un truc qui varie extrêmement vite là-dessus, c'est l'ionisation. Oui. C'est-à-dire que si tu regardes les équations de l'ionisation, un petit peu plus compliqué, c'est en exponentielle de la température. Et une Hmm. exponentielle, c'est un truc qui varie vite, Oui. plus vite qu'autre chose. Et donc, ce qui se passe entre 2200 et 2600 K, c'est exactement là où c'est exactement là où le sodium s'ionise fortement. Et donc, tu passes d'un truc qui n'a pas beaucoup d'électrons à 2200 K à un truc qui a beaucoup d'électrons à 2600 K. Mhm. Et donc, ce qu'on pense qui se passe, c'est que c'est des effets magnétiques qui sont de plus en plus forts, ils sont exponentiellement plus forts Oui. entre 2200 et 2600, et que ça compense complètement le fait qu'on s'attend que les vents augmentent avec la température. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est-à-dire que Mhm. tu augmentes l'énergie, mais tu augmentes aussi le freinage encore plus fortement que tu augmentes la poussée. Et Oui, donc, d'accord. forcément, tes vents ils vont moins vite, ta voiture elle avance moins vite. Mhm. Donc en fait, Voilà, oui, il devrait y avoir des gros vents et c'est ralenti par voilà, ça serait ralenti par exactement. ça. Et j'imagine que c'est pour ça que voilà, on est vraiment sur une mesure indirecte du coup du champ magnétique, parce que finalement c'est un peu la seule explication qui semble possible pour ralentir ces Disons vents, qui que devrait être là. là où voilà, on parle d'histoire versus de pas histoire, Mm. alors déjà, on n'a pas fait des observations pour rien, il y avait des prédictions qui prédisaient ça. Oui, d'accord. Et donc, on est allé chercher si la prédiction était correcte. Donc, c'est pas Mm. juste on a fait des observations, c'est sorti Oui, du voilà, on a mis chapeau, les et du coup, points, on a essayé tiens, de trouver hop, une allez. explication. Ouais, Il y avait quand même un travail scientifique avec une hypothèse et une confirmation d'hypothèse. Donc, ouais, d'accord. c'est pas sorti nulle part. Et on réfléchit beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de phénomènes physiques entre 2200 et 2600 K qui changent si drastiquement. Oui, C'est ça le truc. Il faut trouver quelque chose qui c'est change des périodes sur qui sont cette petite gamme normalement, de oui, température. C'est une assez petite similaires, ouais. gamme, c'est pas énorme. Et l'ionisation, c'est vraiment un bon candidat parce que ça change. En faisant les calculs, on s'est Oui. aperçu que c'est vraiment sur cette gamme de température que l'ionisation changeait fortement. C'est aussi pour ça qu'on a observé Mhm. ces planètes-là. Oui, d'accord. Volontairement aussi parce que c'était voilà pour voir. Parce qu'on savait que s'il y Mhm. avait des effets magnétiques, c'est ici qu'on les verrait. C'était pas des trucs plus froids et des trucs plus chauds. S'il y avait vraiment des effets magnétiques, en fait, on commence à mesurer, tu vois, sur la dernière, des vents compatibles avec zéro. Donc, si on avait Oui, des trucs plus effectivement. chauds, on aurait juste mesuré zéro partout et Ah on oui. se serait senti un peu bête pour interpréter, quoi. Donc c'est-à-dire que plus les planètes sont vraiment très chaudes, finalement, en fait, les plus chaudes n'ont même plus de vent alors? Elles seraient quasiment ralenties par Alors, c'est ce pas côté freinage. évident parce que si tu regardes les modèles, là, on a vraiment dans cette gamme où les effets magnétiques deviennent de plus en plus importants parce que l'ionisation augmente exponentiellement. Ouais, Mais une fois que tu as tout ionisé, l'ionisation augmente plus. Elle est c'est forte, mais ça. elle augmente plus. Par contre, l'énergie que tu mets dans la planète quand tu augmentes la température, elle continue d'augmenter. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, c'est la température qui gagne de nouveau par rapport à l'ionisation et tu t'attends à ce que les Ah vents oui, remontent de nouveau. d'accord, ouais. Ouais, ça, du coup, c'est intéressant. Mais du coup, c'était vraiment un modèle, voilà, qui était prévu en avance, c'était une des
Pour Bah, tout on- ça pour essayer de c'est- deviner finalement quand même s'il y avait des champs magnétiques. C'était comment on le Donc, tu trouvait peux et c'était une voir méthode, la figure 2, justement. justement. On a Ouais. mis les modèles. Alors, c'est les Je sais pas si modèles j'allais qu'on a voir. utilisés pour prédire les choses, tu vois, c'est quand même intéressant. Oui. C'est vraiment cela. Donc, on a ici, c'est la Ouais, même c'est de la mettre un figure, peu donc plus c'est loin. Ouais, voilà. les mêmes points de données. Ouais. On a en courbe pointillée les modèles hydrodynamiques qui considèrent uniquement la température. Où on dit, on s'attend à ce que ça augmente avec la température. Mais bon, clairement, c'est pas ça. Et en courbe pleine, là, on a les modèles magnétiques. Ouais, d'accord. Et donc, nous, on était parti de ça. On était parti des courbes pleines versus les courbes pointillées. On a dit, on va faire des observations pour vérifier si c'est plutôt la courbe pleine ou plutôt la courbe pointillée. Oui. Et on voit Et alors, les unités, c'est quoi les 1G, 2G, 3G, etc. c'est les Gauss. C'est C'est les combien, Gauss, quelle est justement. Ouais. la force du champ magnétique de la C'est planète. le champ, d'accord. Ouais. Voilà. Et ce qui est L'orientation, vraiment. Alors, le fait que finalement, c'est les effets magnétiques, d'un côté, moi, je m'y attendais. C'est pour ça qu'on a écrit la proposition. On s'est dit, on pense qu'il y a des effets magnétiques dans ces planètes, on va montrer que c'est vrai. Donc, on est assez content de ça. Là, on a été vraiment surpris, c'est que, tu vois, c'est quand même vachement dépendant du champ magnétique. Si tu passes entre 1 Gauss et 30 Gauss, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, c'est ça. Et C'est sûr. le fait qu'on ait vraiment un truc, et que les points s'alignent et qu'ils ne soient pas à peu près n'importe où, et ben, ça te montre que le champ magnétique, il ne peut pas varier drastiquement d'une planète à l'autre. Il faut qu'il soit à peu près le même. Et quand je dis à peu près le même, c'est un facteur 2 ou 3, quoi. S'il varie plus d'un facteur 2 ou 3, tu vas te retrouver, tu vois, si la 4e planète, en fait, elle faisait 1 Gauss, bah, ça serait retrouvé tout en haut, là. Oui, c'est ça. Et du coup, tu n'aurais plus une jolie Là, on est ligne. vraiment Tous les sur points du 2 ou seraient 3, quoi, alignés. Tu finalement. vois, des points qui feraient un peu n'importe quoi. Oui. Et là, on a vraiment des points qui s'alignent. Et donc ça, pour moi, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que les champs magnétiques de ces 7 planètes, ils sont tous à peu près similaires. Donc Et pour moi, ça veut dire que comme c'est des planètes similaires de base, on pourrait s'imaginer que c'est logique aussi qu'elles aient un champ magnétique qui se ressemble. exactement, mais tu vois, oui, mais tu vois, sur Jupiter et Saturne, n'ont pas le même champ magnétique. Oui. Ils n'ont pas la même masse. C'est vrai. Et donc, tu pouvais t'attendre à des variations. Et aussi, on n'est pas complètement sûr encore. Enfin, on a des idées comment ça se passe sur Jupiter, Saturne. Sur ces planètes-là, c'est un peu différent. Pour plusieurs raisons, on n'est pas complètement sûr. Typiquement, il y a des modèles. Alors là, c'est des modèles pas d'atmosphère, mais d'intérieur. Il y en a qui prédisaient jusqu'à maintenant des champs de plusieurs centaines de Gauss, parce que forcément, tu donnes une observation à des théoriciens. Vous vous souvenez, c'était les observations des interactions entre planètes et étoiles. Les gens pensaient que les champs magnétiques étaient de l'ordre de plusieurs centaines de Gauss. Donc forcément, il y a des théoriciens qui ont dit, ah bah oui, c'est normal parce que ceci, cela. Oui. Et en fait, entre-temps, il y a d'autres personnes qui ont dit, non, on a fait les calculs un peu mieux. Vous avez mal fait votre boulot, en gros. En fait, on pense que c'est plutôt de l'ordre de quelques Gauss. Donc, nous, on confirme ces nouvelles théories grâce à ces observations. C'est ça. Donc voilà. En même temps, le message, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas sûr. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est joli, en tout cas, à quel point ça s'est bien aligné, en tout cas, par rapport au modèle qui était prévu. Ouais. Bah c'est ça, parce que en fait, c'est assez rare, surtout en planète. C'est des objets compliqués, les planètes. Hein. Tu regardes les photos du système solaire, tu te rends compte qu'il n'y en a pas de pareil. Et du coup, tu t'attends, c'est compliqué. C'est pas comme les étoiles. Les étoiles, c'est assez facile. 2 étoiles qui sont censées se ressembler, elles se ressemblent. Tu vois, 2 planètes qui sont censées se ressembler, elles ne se ressemblent pas forcément. Et donc, là, c'est une des premières fois sur ces histoires d'exoplanètes qu'on a des points qui s'alignent aussi bien. Tu vois, là, tu as vraiment envie de tracer une ligne à la main, quoi, sur les points. Et en général, il ne se passe pas trop ça. Les points sont un peu plus, un peu plus n'importe où. Donc, c'est pour ça que rien que ça, c'était un résultat. C'est une question de novice, hein, mais est-ce que ça aurait été encore mieux si ils étaient tous, par exemple, sur vraiment la courbe prévue pour le 2 ou que sur celle du 3 ou... Est-ce que ça change quelque chose? Alors, pas forcément, parce qu'on arrive au point du référé 2 qui n'aimait pas notre article. C'est-à-dire que ces modèles sont ultra, ultra simplifiés. Ah oui, d'accord. Les courbes, la pleine qu'on a, elles sont ultra simplifiées, donc on n'y croit pas vraiment. On va dire qu'elles sont presque plus là pour être de manière illustrative, de dire en gros, de manière générale, on s'attend que les effets magnétiques font que les vents décroissent avec la température. Et c'est ce qu'on observe. Vraiment, la clé, c'est 2 choses, c'est qu'on observe que les vents décroissent avec la température et c'est qu'ils sont tous alignés. Ces 2 choses-là te disent que les effets magnétiques, c'est ce qui compte, parce qu'on n'a pas d'autres phénomènes qui permettent de faire ça.
Et tu ne peux pas avoir des variations d'un ordre de grandeur dans le champ magnétique entre les planètes, parce que sinon, il n'y aurait pas, il serait n'importe où. Ouais, d'accord. En tout cas. Et donc, ça c'est vraiment les 2 points. Après, dans le détail, il faut faire des modèles très compliqués, c'est des modèles de magnéto-hydrodynamique, 3D, et ça, pour l'instant, sur ces planètes, on ne sait pas faire. Il n'y a personne qui fait ça correctement. Un des problèmes principaux qu'il y a, c'est que nous, on parle ici du champ magnétique créé à l'intérieur, mais ces planètes, une fois que tu es ionisé, tu te mets à avoir des champs magnétiques induits, c'est-à-dire que l'atmosphère elle-même peut créer son champ magnétique. D'accord, qui peut même devenir plus grand que le champ magnétique interne de la planète. C'est ça, oui. Ça, c'est aussi une des questions, tu disais, je crois, du référé numéro 2, alors qui était peut-être... c'est-à-dire que l'atmosphère elle-même, en fait, elle aurait pu avoir une influence aussi. Exactement. Et là, ça devient un problème compliqué, parce que c'est le serpent qui se mord la queue, là. Oui. C'est-à-dire que tu as une atmosphère, tu veux mesurer le champ magnétique, mais l'atmosphère elle-même crée le champ magnétique et elle réagit sur son propre champ magnétique. Et donc, du coup, c'est difficile de différencier. C'est difficile. Donc, c'est pour ça que les modèles ici sont vraiment de manière illustrative. Ça reste une preuve détournée qu'il y a un champ magnétique quand même. Après, c'est peut-être pas celui de la planète. Pour moi, ça reste une preuve qu'il y a un champ magnétique. Ça reste aussi une preuve que le champ magnétique n'est pas de 100 Gauss, le champ magnétique interne de la planète, parce que s'il était de 100 Gauss, ça freinerait les vents de toute façon. Ah oui. Alors, je suis d'accord pour dire que l'atmosphère peut rajouter son propre champ magnétique, mais la somme des champs magnétiques de l'atmosphère et de l'intérieur de la planète peut pas être de 100 Gauss. Donc, c'est-à-dire que le champ magnétique de la planète elle-même ne peut pas être de 100 Gauss. Ou alors, il aurait fallu, par le plus grand des hasards, qu'on ait 100 Gauss créés par l'intérieur de la planète et qui soit compensé par un champ magnétique exactement à l'inverse de l'atmosphère de 90 Gauss. Et moi, je dis, mais quelles sont la probabilité que ça se compense exactement? Ça me paraît pas possible. Ouais, d'accord. Donc, quand tu raisonnes en ordre de grandeur, tu peux dire, le champ magnétique va être en dessous de 10 Gauss, on va dire. Ce serait très surprenant qu'il soit plus grand que 10. Et ça, c'est important parce que ça a toutes ses conséquences sur la recherche des émissions radio, par exemple. On a dépensé beaucoup de temps d'astronomie pour trouver les émissions radio des exoplanètes. Et ça nous dit, en fait, si on n'a rien trouvé, c'est peut-être parce que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Ouais, d'accord. 100 Gauss, c'est facile. 10 Gauss, c'est beaucoup plus dur. Moins que 5 Gauss, c'est quasi impossible. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est finalement, en imaginant, parce que du coup, on peut toujours... Je ne vais pas rentrer dans les critiques du résultat en disant peut-être qu'il y a des erreurs sur le modèle, sur deux choses, ça, je n'ai pas du tout le moyen de façon de le dire, mais si on part du principe que tout est bon et que c'est acté, il y a vraiment des champs magnétiques, finalement, quelle est la prochaine étape en fait? On va essayer de confirmer, qu'est-ce que ça nous apporterait par rapport à qu'est-ce que ça apporte à des gens, par exemple, qui attendaient cette preuve pour des modèles, par exemple? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, pour confirmer que ce qu'on dit est vrai, une première étape, ça va être, nous, on a un autre programme pour observer les planètes plus froides que 2200 degrés. En fait, on s'attend au bout d'un moment que l'ionisation s'arrête et qu'on arrête de suivre ces courbes-là et que ça reparte dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se mette à suivre les courbes pointillées quand il va plus froid. Donc ça, c'est un programme qu'on a en cours. Et le moment où tu passes de la courbe pointillée à la courbe magnétique, en fait, ça te donne une preuve de plus de la valeur du champ magnétique. Première étape. Mais du coup, c'est plus dur. Enfin, là aussi, je me disais, c'est plus. Là, ce qui est plus simple avec les planètes chaudes, c'est que elles sont plus faciles à observer aussi. Exactement. Pour voir les vents, ça va être compliqué. On n'a pas de point en dessous de 2200 K, mais on a du temps de télescope pour les observer, mais il faut les observer plus longtemps pour avoir plus de précision. Donc c'est plus dur. Donc là, c'est plus avec les mêmes télescopes, avec le Gemini, serait possible, ou est-ce qu'il faudra passer par du... on essaye, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, ce sera le prochain qui arrive en 2030. C'est le LT qui fait 40 mètres de diamètre. Oui. Voilà. Donc, et là, ça va aider aussi. C'est vrai que c'est 2030, on en est là. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est vraiment acté. Ouais, 2030. Il commence à faire des calibrations, non? Je ne sais plus. Je pensais qu'il commençait déjà des calibrations bientôt, mais... en 2029, il commence les calibrations. C'est 2029, 2030, les premières observations. L'autre truc qui va arriver, c'est le Square Kilometer Array. Je ne sais pas si vous connaissez. SKA. C'est un projet complètement dément. Ils vont mettre des milliers et des milliers d'antennes en Afrique du Sud et en Australie. C'est perché. C'est-à-dire que la surface totale qui couvre en antenne, c'est 1 km². Oui. Square Kilometer, c'est vraiment pour 1 km². C'est complètement dément le nombre de trucs qu'ils vont construire. C'est clair. Bref. Et ça, c'est pour mesurer des ondes radio. Et donc, ça sera bien plus précis. Un mélange. Oui,
Parce que les Oui, il y en a antennes deux radio, types. celles Il y a qu'on les voit à types à droite, droite, là, parce que c'est différentes longueurs d'onde d'onde radio. Il y a les petites antennes, les grosses antennes, qui ne mesurent pas exactement la même chose. Mais on a l'espoir que, en fait, ce que nos résultats disent, c'est que les télescopes radio actuels sont pas capables de mesurer. Si on a raison, les télescopes radio actuels sont juste incapables de mesurer les champs magnétiques de manière plus directe, c'est-à-dire par le rayonnement cyclotron des électrons qui vont dans le champ magnétique. Si on mesure ça, c'est une preuve indubitable. On n'a pas d'autre moyen de faire ce genre de rayonnement. Mais donc nos résultats disent, en fait, pour l'instant, les meilleurs télescopes radio, ils ne peuvent pas y arriver. Ouais. Mais celui-là, le SKA, peut-être il pourrait y arriver. Peut-être il pourrait voir la preuve. D'accord. Donc ça nous permet de. Et là, ça en est où? C'est vrai que j'ai pas du tout. Ça fait longtemps que j'en entends parler. En plus, ça fait plus de 10 ans, j'ai l'impression. Parce qu'en France, il y avait des endroits qui voulaient participer aussi pour que ce soit un peu partout dans le monde. Temps que ça met. Alors nous, à l'Observatoire, on a un des principaux partenaires de SKA, qui est l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ouais. Tout a été signé. Tu vois, c'est un gros truc. Il y a même Macron qui est allé signer le truc avec le président d'Afrique du Sud, tout ça. Donc, voilà. Donc c'est en train. C'est en train d'être construit. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils veulent être en ligne. Il faudrait regarder sur Wikipédia ce qu'ils disent. Mais ils ont. C'est bientôt, entre guillemets. Première lumière 2027. C'est vrai que c'est bientôt. Avec un point d'interrogation quand même. Hein. Oui, depuis 2018. Ouais, la construction. Toujours, c'est un projet. En fait, il faut de faire des trucs tellement nouveaux que tu ne sais jamais si ça va marcher ou pas. Donc, il y a toujours l'incertitude. Et aussi, voilà, ce qu'ils disent à gauche, là, il y a plusieurs phases, c'est-à-dire qu'on va commencer avec moins d'antennes, puis petit à petit, on va continuer d'en construire, en fait, et en rajouter au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Donc, il y a la différence entre première lumière et être au top. Oui, d'accord. Il faudra un petit peu. Mais donc ça, voilà, ça permettra d'aider. Et du coup, on parlait le LT, pour rappeler, Extremely Large Telescope. Les gens ne sont pas très originaux dans les noms, mais après tout... Après, quand on appelle du coup, en fait, moi j'aime bien parce que quand on appelle des télescopes avec des noms de gens, après il y a toujours des gens qui sont pas contents parce que tu vas toujours retrouver que ce gars, il était peut-être super bien en sciences, mais en fait, c'était un connard sur un autre point et du coup, c'est quand même pas terrible. Ça a fait des débats. Et c'est vrai que je crois que maintenant ça va être. Ça a fait des débats et en fait, Extremely Large Telescope, au moins, tu prends pas de risque. Ouais, c'est ça. On sait jamais. Tu peux pas dire qu'il est pas Extremely Large, c'est bon. C'est ça. Peut-être qu'Extremely Large, attention, peut-être des gens qui veulent dire. Mais bon, peut-être que ça peut être. Là, tu vois la taille de la voiture à côté, hein. C'est complété. C'est un camion. On voit des gens même un petit peu en tout petit. LT. Vigo dit mon télescope National Geographic à 100 balles en sueur. Ah, ça, c'est pas pareil. Là on n'est pas même. On n'est pas à la même échelle, effectivement. Ouais, mais au moins ton télescope à toi, tu peux regarder avec les yeux. Là, il n'y a plus d'oculaire. Oui, là, en fait, malheureusement. Tu regardes plus avec tes yeux. C'est ce qui est triste. Hein, ouais. Moi, ça m'a vraiment attristé quand j'étais en études de sciences et que j'ai découvert un peu ça, ce côté. Finalement, en fait, les astrophysiciens ne regardent même plus au télescope, quoi. Tu regardes ton ordinateur qui a des données reçues et puis voilà, il n'y a même plus. Mais on met des caméras. C'est ça. Et c'est juste des courbes en plus. C'est même pas voir l'étoile quasiment. Enfin, ça intéresse quasiment personne de regarder juste le point lumineux de l'étoile vu de loin. C'est plus les courbes qui intéressent maintenant. Ah oui, maintenant on fait même des spectres. Quand tu regardes des spectres à l'œil nu, il n'y a rien à voir en spectre. Ouais, spectre, c'est joli. Voilà, on peut sûrement noter, ça parle de. Il n'y a pas de grossophobie dans le spatial. Extrêmement large, c'est largophobe, c'est vrai. Bon, voilà. Il serait à quelle altitude sur le mont Hawaï, donc manque d'oxygène et froid. Celui-là, non, celui-là, il est au Chili. Donc, il n'est pas beaucoup en altitude, mais il est en plein milieu du désert, donc c'est top. Parce que Hawaï, justement, Hawaï s'est fait annuler. C'était les Américains qui devaient construire un Hawaï. Nous, on était contents. Ça faisait un télescope au nord, un télescope au sud. Ouais. Et Hawaï, il y a plein de problèmes politiques reliés au fait que Hawaï, c'est principalement c'est principalement une colonie américaine, si tu veux. Oui. Et l'attitude des Américains, et pas que, de tous les gens qui sont venus faire des trucs à Hawaï, c'est un peu une attitude de on se croit chez nous. Oui, ils sont un petit peu venus raser une montagne sacrée, je crois, c'était un peu ça l'idée pour mettre les... Ouais, alors après, ça, sur le principe, c'est pas, tu vois, moi, je suis pas, j'ai pas énormément d'affinité avec tout ce qui est je vais appeler ça de l'obscurantisme religieux. Ouais, je vois un peu. Ma montagne, elle est sacrée, ça me parle
à beaucoup. C'est sûr. Mais tu vois, le premier télescope qu'on a construit, les Français, avec les Canadiens, le CFHT, on est allé à Hawaï et ils nous ont filé un bout de terrain pour construire notre concession. Ils nous le louaient à $1 par an pour 100 ans. Là, tu dis, peut-être c'est un peu abusé, quoi. C'est $1 par an pour 100 ans. Les gars, ils nous... Là, c'est vraiment 100 balles. C'est le prix du télescope de Vigo, en fait. Voilà, ils sont... Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour 100 ans. Donc, le fait de dire, ils ont quand même le meilleur ciel du monde à Hawaï, ça pourrait paraître normal quand tu construis des instruments rémunéré, en fait, millions d'euros dessus, qu'il y ait plus d'argent, de développement économique, plus de choses qui profitent en fait à la communauté locale. Ouais. Alors, il y en a, c'est pas complètement... Au fond, c'est comme une ressource. Voilà. On n'est pas juste méchant. Un des problèmes qu'on a en astronomie, c'est justement qu'on a envie d'être les gentils. Donc, dès qu'il y a des gens qui râlent, qui veulent nous faire penser qu'on est des méchants, on panique et on se dit oh là là, mince, on a surtout envie d'être des méchants. Du coup, voilà. Du coup, le projet, ça a été. On comprend un peu aussi pour tous les autres qui font n'importe quoi à Hawaï, ce que je comprends. Je peux comprendre un certain ressortiment de la population. Celui-là, moi, c'était pas le TMT, un truc comme ça? Ou je confonds peut-être? Non, le TMT, il est bon, ouais, c'est le Fertimeter. Attends, comment il s'appelle? Je sais plus comment. Ouais. Alors, le CF, ouais, ça c'est le. Ah ouais, comment ils l'ont appelé? Comment il s'appelait? J'ai plus eu tout le nom. Je sais pas ce qu'il y a. Non, c'est pas le VLT. Le VLT, c'est Chili aussi. Ah bah si, c'est ça, c'est le TMT, t'as raison, excuse-moi. Ah, c'est TMT quand même? Ok. Télescope, voilà. Et du coup, ça a été tellement compliqué que le projet a été un peu tué dans l'œuf, ou en tous les cas a pris 10 ans de retard si on le construit un jour. Il veut faire un gros laser pour attaquer. Non, bref, je peux. Ah, t'as vu? Ça fait pas très gentil comme visuel déjà. Il faut que tu vois. C'est sûr. On va faire. C'est pas gentil d'être méchant, exactement. C'est ça. C'est pas gentil d'être méchant. Mais oui, voilà, moi c'était quand même un beau projet scientifique. Après, voilà, mais la façon de le faire, c'est sûr que c'est n'importe quoi. On ne peut pas négliger le fait que il y a plein de discussions dans la communauté astronomique, c'est qu'on dépend quand même de très grosses infrastructures. On doit se poser des questions. Après, d'un autre côté, tu vois, le budget carbone d'un truc comme le Fertimeter Télescope, c'est le budget carbone du Stade de France. C'est pas... c'est le budget carbone d'un gros stade, ce qui est existant, tu vois, il n'est pas nul, mais on a moins de télescopes que le stade sur la Terre. Oui, c'est ça. C'est pas le même bilan de ce que ça apporte, c'est sûr. Enfin bon, après, on peut critiquer. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas pareil, voilà. Effectivement. Mais donc, en tout cas, voilà, tout ça, c'était pour faire une grosse parenthèse sur, en tout cas, que c'est ça la suite, c'est en tout cas le LT sans doute. Et d'autres télescopes terrestres. Aussi, quand même, il y a aussi d'autres conséquences intéressantes. C'est qu'un des premiers mystères sur nos exoplanètes, c'est que ces Jupiter chaud, ils sont trop gros. Et ça, on ne comprend pas très bien. Encore de la grossophobie, c'est pas possible. Encore de la grossophobie. Donc, depuis le début, en fait, la première planète découverte, elle est trop grosse. Et donc, ça, c'est... comment on sait ça? C'est-à-dire que si tu prends une grosse boule d'hydrogène, ce que c'est en gros ces planètes, donc imagine, il prend même une boule avec que de l'hydrogène, le gaz le plus léger. Donc, normalement, tu ne peux pas faire plus gros qu'une boule d'hydrogène. Et en fait, plus tu rajoutes de l'hydrogène, c'est compressible. Donc au bout d'un moment, tu rajoutes de l'hydrogène, tu vas grossir. Et au bout d'un moment, plus tu rajoutes de l'hydrogène, plus ça se compresse. Et du coup, tu atteins une taille qui est de l'ordre de 1,1, un tout petit peu plus grand que Jupiter. 10% de plus que Jupiter, en gros. Et tu ne peux pas être plus gros que ça. Sauf que nous, on a trouvé des planètes qui font jusqu'à 2 fois le rayon de Jupiter. Donc, c'est quand même 2 fois plus gros que Jupiter. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et donc, ça a été la question qui n'est toujours pas vraiment tranchée, c'est comment ça se fait? Et une des idées qu'on a, c'est que les vents que tu vois, donc la lumière de l'étoile qui fait des vents, les vents vont faire des courants dans la planète qui vont se dissiper en profondeur et qui vont chauffer. Tu as un mécanisme qui va permettre de chauffer l'intérieur de la planète grâce au courant induit par les vents. C'est de l'induction magnétique, vraiment. Et ça marche assez bien, mais on n'a pas de preuve formelle. Une des choses dont tu as besoin pour ça, c'est un champ magnétique. Oui. Donc là, au moins, on a cet ingrédient-là.
D'accord. Une des choses dont tu as besoin aussi, c'est les vents. Si les vents sont trop faibles, bah, ça marche pas. Ouais. Donc là, ça permet aussi des avancées vraiment des avancées sur cette idée-là, qui est un des mystères. Pourquoi ces planètes sont trop grandes? Et ça, c'est vraiment un mystère. J'ai envie de dire, c'est de la science, presque de la science pure. Entre guillemets, c'est-à-dire, tu observes quelque chose et tu dis, ah mais mince, pourquoi c'est aussi gros, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, Qu'est-ce que ça peut être? le mystère. Il C'est ça qui y motive a, les il y a scientifiques, voilà, pourquoi? Bah, on observe quelque chose, voilà, les astronomes, hein, le premier job de l'astronome, c'est de nommer les choses, c'est de regarder un truc dans le ciel et il dit tiens, c'est quoi ça? Bah, je vais lui donner un nom. Hop. Oui. Et après, je vais essayer de D'accord. comprendre pourquoi il est là. Peut-être à réfléchir avant de donner le nom, peut-être parfois, mais c'est vrai que, mais c'est vrai que ouais. Je vois Ouais, l'idée. voilà, en chauffant à l'intérieur, ça permet de faire une pression vers l'extérieur qui enfle la Oui, planète. c'est bon, tu as pu voir du coup le message. Ça fait grossir, c'est ça. Pression extérieure, effectivement, ça permet d'être aussi grosse, c'est ça. Tout est toujours un peu équilibre finalement de pression, température, hein, tout est un peu. C'est de la grosse thermodynamique au exactement. fond un peu. Bah, c'est ça qui est fascinant sur ce que j'adore sur ces exoplanètes, c'est que c'est les mêmes ingrédients que tu utilises en cours de physique, hein. Il n'y en a pas d'autres, mais sur les planètes, ils sont tous là. C'est-à-dire que tu as la dynamique des fluides, le transfert radiatif, tu as de la mécanique quantique dès que tu vas à l'intérieur, tu as les spectres, tu as la pression, tu as tous les ingrédients auxquels tu peux penser en physique, que tu dois mettre comme un puzzle géant pour comprendre une planète. Ils sont tous importants. Il faut être expert en tout, du coup, c'est pas simple pour, pour étudier, c'est sûr. Voilà, il faut être expert en C'est tout, vrai que- mais en même temps, du coup, tu peux pas être expert parfaitement pointu partout. Et donc, Bah on oui. en revient par exemple, nous, là, on utilise des modèles tout pourris pour les champs magnétiques sur nos objets, principalement pour être illustratif et aussi parce qu'on n'est pas expert absolu des modèles de magnéto-hydrodynamique de ces objets. On peut pas être expert partout. C'est sûr. Et du coup, il y a eu, enfin oui, ça pourrait être possible justement d'améliorer le modèle avec d'autres équipes peut-être qui pourraient s'y intéresser. Je sais pas s'il y a des gens avec qui vous êtes en contact pour ça. Un de nos espoirs, c'est de dire, nous, on publie ça avec peut-être cette conclusion peut-être un peu forte, tu vois, avec cette histoire, aussi pour Comme piquer ça, la curiosité des gens. Ce que j'ai vraiment envie, tu vois, c'est que les gens qui savent vraiment ces modèles, ils disent oh là là, mais ils racontent n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Attends, je vais construire un modèle vachement plus performant pour montrer qu'il a tort. Voilà, et là, comme ça, tu étais là, c'est bien, merci. Je dis, super, merci, vas-y, construis ton modèle. En vrai, j'ai envie de savoir la vraie réponse. Tu vois, c'est vraiment la curiosité que si j'ai tort, ça me pose aucun problème. Mais si tu arrives à me le prouver, à me le montrer, je serais très content. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc voilà. Et du coup, travail équipe, multi-équipe pour avoir des experts en tout. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et bonjour à Julien. Exactement. Donc là, c'est l'idée. Moi, par exemple, j'écris En fait, je suis plutôt un théoricien, modélisateur, donc je me pose plein de questions. Et ces questions me mènent à vouloir faire des observations. Donc, j'écris des proposals pour les observations. Par contre, je ne suis pas du tout un observateur. Moi, je n'ai jamais réduit les données de télescope moi-même. Donc ça, c'était le job de Julia, la première autrice. Oui. Elle sait très bien prendre des données de télescope et en faire quelque chose d'intelligent. Parce que les données de télescope, quand elles arrivent, c'est un fichier avec plein de chiffres pour essayer d'en faire quelque chose. Ouais. Voilà. Tout un travail. Pas exactement le même boulot. Donc, d'où le travail d'équipe qui est vraiment important. Ouais. C'est ça. Je me rends compte on a dépassé midi en fait, hein, c'est vrai qu'on c'est pas faux. Donc c'est vrai que je vais pas te laisser, on n'avait même pas vraiment 10 heures de fin, mais je m'attendais pas à dépasser quand même midi. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc on va peut-être poser une petite dernière question, s'il y en a qui veulent, en tout cas dans le chat, en tout cas n'hésitez pas. Moi en tout cas je te remercie du coup d'être venu ce matin. Je pense qu'on a quand même un peu fait le tour, bon il y a toujours moyen de toute façon d'en parler toujours plus parce que c'est ça. C'est une question en cours au final, c'est un peu ça qu'on peut toujours quand même en conclure, c'est... ça nécessite peut-être encore qu'il y ait d'autres de la communauté qui s'y intéressent plus et voir. C'est le principe de la recherche. Hein. C'est ça, on découvre, on fait des choses que personne n'a jamais fait. Et du coup, on ne peut pas s'attendre à répondre de manière parfaite à des questions. Et ça va évoluer, ça va avancer, ça va changer. Peut-être que dans 10 ans, on dira « Oh là là, cet article, mais c'était n'importe quoi ». Et très bien, c'est comme ça qu'on avance. Oui, voilà. Parce que dans 10 ans, on dira n'importe quoi parce qu'il y a eu d'autres, peut-être un meilleur modèle, d'autres preuves qui diront, bah en fait, voilà, ça s'expliquait comme ça. Donc, exactement. Et donc on aura ce qui compte, c'est que les données soient bonnes. Après,
l'analyse des données, c'est sûr que ça, c'est. L'analyse, l'interprétation, il y a toujours, voilà, on est quand même en train d'utiliser des quelques photons collectés par des télescopes sur des objets C'est ça. ultra lointains. On ne peut pas se dire qu'on a forcément toute la vérité sur les objets. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Et Julien disait, son expertise en physique se limite au niveau lycée, puis domaine pro de l'optique, fibre et des lectures perso, d'accord. Donc il dit, il est très bon dans son domaine, mais dès qu'on en sort, c'est ça. Bah, ça résume toute la science, de toute façon. Les chercheurs sont très bons dans leur domaine, mais après, c'est dur de parler entre eux. Voilà, bon, je vais pas te prendre plus de temps, en tout cas. Je te remercie encore. Voilà, Astrom me disait aussi très intéressant, merci. Donc, je te remercie Eh encore ben, merci beaucoup. à tous. C'est toujours un plaisir de venir ici. J'aime bien. Voilà, super. Pour le prochain article, écoute, n'hésite pas, tu vois, comme ce sera toujours un plaisir. Ah, tu vois, le Dragonfly, ouais, j'adore écouter, merci beaucoup, merci. Merci. Bon, moi, je quitte pas le live, je reste en live quand même, donc je vais t'abandonner à aller manger pendant que moi j'attendrai avant de manger. Il y a ma fille qui rentre du collège dans 10 minutes, là, elle va être affamée. Ah oui, bon, bah voilà. Oups. Il va falloir faire à manger. Bon courage alors. Allez, et merci salut encore. à tous. Merci d'être là. À une prochaine du coup. Et bonne journée.